Les enjeux des pollutions atmosphériques et aquatiques sont relativement bien identifiés, ainsi que leurs effets sur la santé humaine et les manières d'agir pour réduire les pressions issues des activités humaines. On ne peut pas en dire autant des sols, ils ne font pas l'objet d'une attention citoyenne aussi forte. Ils forment pourtant un bien précieux et fragile. Il faut environ un millénaire pour la formation d'un seul centimètre de sol. Il s'agit de l'un des écosystèmes de la biosphère les plus riches en organismes vivants. Trop souvent, ils sont réduits à leur potentiel agronomique et à leur performance nutritive pour l'agriculture. Il faut dire que cet axe central il est très central car 95% de nos aliments viennent du sol. C'est la raison pour laquelle j'ai jugé utile de pouvoir élargir nos perspectives en conviant les meilleurs spécialistes scientifiques afin qu'ils nous éclairent sur les nombreux services écosystémiques fournis par des sols fonctionnels et des sols en bonne santé. Ils nous expliqueront en quoi les sols ont la capacité de renforcer la résilience des territoires. Je tiens très sincèrement à remercier l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, dont un certain nombre de scientifiques attachés à cette belle maison sont présents dans le public. Mais ils ne sont pas arrivés. Normalement, ils étaient présents dans le public. Je tiens à les saluer pour la qualité de leur travail et les incomparables services scientifiques qu'ils fournissent à la société et aux politiques que nous sommes. Pour les représenter, nous accueillons Lionel Rangeard, directeur de recherche travaillant à l'UMR agroécologique de Dijon sur la question de la santé des sols. Le vif intérêt de notre collègue Nicole Bonnefoy la conduira très certainement à vous poser de nombreuses questions. J'ai également souhaité que cette table ronde inclue une séquence juridique avec un des meilleurs connaisseurs du droit des sols, le professeur Philippe Billet, directeur de l'Institut de droit de l'environnement de Lyon. Je le remercie de sa disponibilité et de son expertise qui contribuera à l'enrichissement des connaissances des sénateurs sur les dernières évolutions législatives et réglementaires. Non seulement la manière dont ce droit s'est développé depuis l'émergence de la notion de gestion économe de l'espace, mais également sur les insuffisances qu'il identifie au regard de la cohérence du droit à l'environnement. Je pense naturellement à la stratégie de réduction du rythme de l'artificialisation des sols, le fameux ZAN, dont l'acronyme est désormais connu de tous, mais aussi à la directive européenne en cours d'élaboration sur la surveillance et la résilience des sols, qui part du constat que plus de 60% des sols européens ne sont pas en bonne santé et que cette situation ne fait qu'empirer. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Chloé Girard-Deaumotte, vice-présidente ressources, milieux naturels, biodiversité et action foncière du Conseil départemental de Loire-Atlantique, ainsi qu'en visioconférence François Descoeur, administrateur de l'Association des maires ruraux de France et maire d'Anglars de Salers dans le Cantal, et qui nous livreront leur vision de praticiens et d'élus locaux quant aux récentes évolutions de la loi et du règlement concernant l'usage des sols. Le Sénat s'est beaucoup investi pour que la logique arithmétique et descendante du ZAN ne se fasse pas contre les territoires, mais avec les élus, grâce à des outils dédiés, du pragmatisme et de l'espoir, avec la garantie rurale d'1 hectare par commune. Aujourd'hui que les décrets ont été publiés et que les règles ont été stabilisées, quelle est votre vision pour réussir la réduction de l'artificialisation des sols, tout en développant des projets qui répondent à l'attente de nos habitants, à l'attente de nos industriels et qui devront satisfaire aux objectifs de la transition écologique dans une logique vertueuse et sans opposer, bien entendu, les territoires. Je sais que, et pour le vivre sur le terrain, que c'est une équation qui est particulièrement complexe et qui nécessitera beaucoup d'intelligence territoriale et de créativité des élus locaux. Le Sénat constituera d'ailleurs prochainement un groupe de suivi du ZAN. Ce groupe aura pour objectif de rester à l'écoute des territoires, à l'écoute de leurs besoins, de leurs difficultés, au sein duquel notre commission prendra et prend
toute sa place. Mes chers collègues, avant de laisser la parole aux intervenants et aux sénateurs pour la série de questions et de réponses, je vous rappelle que vous êtes toutes et tous invités à l'issue de la table ronde à vous rendre dans le jardin du Luxembourg, à la rencontre des scientifiques de l'INRAE chargés de faire des prélèvements dans les sols. Ces échanges permettront de prolonger sur le terrain ce que vous entendrez au cours de la table ronde, c'est-à-dire à quel point notre commission, sans mauvais jeu de mots, n'est pas hors sol. Voilà, je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier. Guillaume, je donne la parole. Ouais, peut-être les intervenants avant. Vous voulez peut-être dire 2 mots? Allez-y, comme vous voulez. Sinon, je donne la parole à mes collègues. Allez-y. C'est-à-dire que je prends mon temps de parole maintenant, les 5 minutes qui m'étaient dit. Très bien. Eh bien, allez-y. Eh bien, écoutez, allons-y. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, bonjour. Merci de cette invitation et de la possibilité de vous présenter en peu de temps, 5 minutes, la biodiversité du sol. Donc, j'ai prévu quelques petites illustrations. Je sais. Ah, il faut que je meuble, c'est ça? Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites dans l'introduction, donc il va y avoir un petit peu d'érodite, mais je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur en 5 minutes. Oui, non, ça ne marche pas. Pourtant, on avait tout fait pour la compatibilité. Voilà, très bien, parce que la biodiversité du sol est relativement invisible, donc c'est important de l'illustrer quand même pour en parler. Voilà, alors bien sûr, je commence par les services qui sont fournis par le sol. Le sol est une des matrices environnementales les plus stratégiques pour notre société, car elle lui fournit des services écosystémiques fondamentaux avec 3 types de services, des services de fourniture ou d'approvisionnement, des services de régulation, on en parlera un peu plus en détail, et des services culturels et récréatifs. Alors, plus précisément, on peut citer comme service le sol, bien sûr, comme support de production alimentaire. Monsieur le Président l'a dit, 95% des aliments viennent du sol, on parle même de 99% avec la pêche côtière. Le sol, bien sûr, est le support de nos constructions et le fondement de nos infrastructures. Il est aussi un réservoir et même un puits de carbone très important, et donc il est impliqué fortement, c'est un des acteurs de la régulation du climat. Il est aussi régulateur de la qualité et des flux d'eau. Mais aussi, bien sûr, et c'est ce qui va intéresser un peu plus mon propos, le sol est un énorme réservoir de biodiversité, donc un habitat pour des organismes vivants multiples et variés. Et enfin, le sol est aussi le support de nos paysages et il est le garant de leur qualité environnementale et récréative. Diapositive d'après, s'il vous plaît. Merci. Alors voilà une planche, normalement en animation ça passe un peu mieux, mais là voilà une planche qui vous montre la grande diversité des organismes présents au niveau du sol, puisque en fait c'est grâce à cette biodiversité que le sol remplit ses services écosystémiques. On peut voir qu'il y a une grande diversité de taille, avec des organismes très petits, bactéries et champignons, ce qui est ma spécialité, je fais de l'écologie microbienne. Et puis après on passe dans la faune avec des tailles un peu supérieures, des nématodes, des colamboles, la star des organismes du sol qui sont les vers de terre, et puis bien sûr la plante par ses racines fait partie des organismes du sol et même des mammifères fouisseurs. Une grande diversité de taille, une grande diversité de formes, une grande diversité bien sûr de ressources génétiques et de potentialités fonctionnelles. Et si on donne quelques chiffres, on peut dénombrer plusieurs milliards de bactéries par gramme de sol. Et dans ces plusieurs milliards, il peut y avoir plusieurs millions d'espèces, la notion d'espèce étant toute relative pour les micro-organismes. Si on regarde les vers de terre, plusieurs tonnes par hectare, et d'un point de vue général, en termes d'espèces de la faune du sol par mètre carré, on peut atteindre jusqu'à 10 000 espèces par mètre carré. Et ça, ce sont des chiffres moyens que l'on trouve dans des sols naturels, mais qu'on peut aussi trouver dans des sols agricoles. Et alors le chiffre a été revisité il y a quelques semaines seulement. Jusqu'à récemment, on disait que 25-30% de la biodiversité du sol se trouvait, de la biodiversité de notre planète, pardon, se trouvait au niveau du sol. Récemment, une étude internationale montre que c'est 59% de la biodiversité totale de notre planète qui se trouve au niveau du sol. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, à l'INRA, depuis une quinzaine d'années, nous avons beaucoup investi pour essayer de faire des preuves expérimentales de l'intérêt de cette biodiversité. Bien sûr, cette biodiversité, c'est un patrimoine biologique, mais ça doit représenter aussi un patrimoine fonctionnel. Et nous avons démontré qu'une baisse de 30% de la diversité microbienne, donc là je parle que des micro-organismes, bactéries et champignons, au niveau d'un sol entraîne une baisse de 40% de la minéralisation de la matière organique, c'est-à-dire la capacité d'un sol à transformer la matière organique en matière minérale, donc de sa fertilité naturelle, ce qui entraîne généralement une baisse de 50% de la productivité végétale. Ce sont des expérimentations faites en conditions contrôlées, pas au champ. Et alors sur un sujet un peu plus actuel, ça aussi baisse la capacité de récupération de 15% des plantes après une sécheresse.
Si on baisse de 30% la diversité microbienne du sol, on perd 50% de la stabilité structurale du sol, c'est-à-dire sa capacité à résister à l'érosion, à résister au tassement, aussi sa capacité à faire un réservoir utile pour l'eau et notamment pour les plantes. Et en termes d'état sanitaire, si on baisse de 30% la diversité microbienne du sol, on va augmenter le temps de survie de pathogènes opportunistes exogènes, c'est-à-dire que le sol est, par aérosolisation, peut être inoculé avec des nouveaux organismes potentiellement pathogènes. Et si on perd 30% de cette diversité microbienne, on va enlever l'effet barrière. Diapositive d'après, s'il vous plaît. Alors en France, on est quand même, il faut remarquer, un pays assez leader, assez dynamique dans l'inventaire et la surveillance de la qualité de ces sols, notamment grâce à ce réseau de mesure de la qualité des sols dont vous allez visiter un site sur le jardin du Luxembourg tout de suite après cette réunion. Et ce réseau de surveillance s'est développé il y a une vingtaine d'années et très tôt, on a décidé aussi de caractériser la biodiversité sur les sols à l'échelle nationale grâce à nos outils de microbiologie moderne qui sont des outils de biologie moléculaire. Et aujourd'hui, la France est un des seuls pays à avoir des inventaires cartographiques nationaux, notamment de la quantité de micro-organismes, on appelle la biomasse microbienne, de la diversité bactérienne et de la diversité des champignons. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail des cartes, on peut voir qu'il y a des zones qui sont un peu plus riches que d'autres, pour des causes naturelles en premier lieu, et puis des causes un peu moins naturelles dues à certaines activités humaines. Diapositive d'après, s'il vous plaît. À une échelle nationale, nous sommes très dynamiques, mais il faut voir que les territoires aussi commencent à rentrer dans cette dynamique de caractérisation de leur sol. Et là, je vous donne l'exemple du territoire de l'aire urbaine de Dijon Métropole, qui est donc avec un projet territoire d'innovation du PIA3 porté par la collectivité territoriale Dijon Métropole. Et cette métropole a décidé de caractériser la qualité physique, chimique et la biodiversité de ces sols à l'échelle de l'aire urbaine de façon intensive et extensive. Donc vous voyez des cartes du territoire, alors on retrouve la diversité bactérienne et la quantité de micro-organismes parce que nous pilotons ce projet, mais on a aussi les vers de terre, les nématodes, le carbone, on a même des approches satellitaires pour essayer de regarder les usages et de simuler les taux de carbone. Bien sûr, ça va permettre à cette échelle territoriale par rapport à l'échelle nationale d'avoir un impact beaucoup plus fin, une évaluation d'impact beaucoup plus fin de l'usage des sols, urbains et agricoles. On a aussi investigué les sols urbains, de faire un référentiel territorial de la qualité des sols, et tout ceci doit permettre bien sûr de mener la transition écologique du territoire, voire même la transition alimentaire, et puis surtout d'articuler la ville et plus largement les activités humaines autour des sols, en rentrant ces notions de qualité des sols, de santé des sols au niveau des SCOT, des PLU et même du prix du foncier. Diapositive d'après, s'il vous plaît. Pour finir, et puis comme c'est Noël, je vais faire un petit peu de promotion, et je vous ai même amené des exemplaires. On pourrait appeler ça le petit livre bleu ou les petits livres bleus. Grâce aux résultats du RMQS accumulés, nous avons voulu aussi, indépendamment des valorisations académiques, faire des atlas naturalistes à destination du grand public, des usagers des sols, des agriculteurs, des politiques publiques. Donc en 2018, nous avons sorti l'atlas français des bactéries du sol. J'en ai amené 2 exemplaires pour le Sénat. Et en 2024, début 2024, nous allons sortir le pendant sur les champignons du sol. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que j'ai tenu le temps. Et non ? Pas de problème, on n'a pas calculé, mais vous êtes dans le temps, il n'y a pas de souci. Qui veut prendre la parole ? Allez-y. Oui, bonjour, mesdames et messieurs les sénateurs. Merci de m'avoir invité à intervenir. Donc, moi, je suis Chloé Gérardot-Moitié, je suis vice-présidente du département de Loire-Atlantique en charge des ressources, milieux naturels, biodiversité et actions foncières. Et donc, j'avais davantage compris qu'il s'agissait de parler du rapport à la santé des sols en tant qu'élu que concrètement les enjeux de la mise en œuvre du ZAN. Donc, je vais essayer de corriger un petit peu mon intervention, mais du coup, peut-être que ça ne correspondra pas exactement à votre attente. Donc, d'abord, pour dire que en Loire-Atlantique, c'est un département qui a beaucoup travaillé sur la question de la zéro artificialisation nette dans le précédent mandat, avant même la loi climat et résilience. L'ensemble des élus avaient voté à l'unanimité une délibération pour le zéro artificialisation nette. Et il y avait eu un gros travail de sensibilisation des élus du territoire qui nous a permis peut-être de nous saisir un peu plus rapidement de cette question. On est aussi lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME pour travailler avec un SCOT et 2 intercommunalités et le département à une expérimentation sur les enjeux de la mise en œuvre du ZAN qui démarre tout juste avec l'objectif de partager les connaissances et les enseignements sur les difficultés et dont on pourra évidemment rendre compte, mais le travail en est à ses débuts. On travaille notamment sur la dimension mode de vie avec des sociologues pour comprendre ce que ça veut dire dans le mode d'habiter le territoire avec un volet citoyen et démarche citoyenne. Évidemment, l'aspect soutien au cœur de bourg, à la revitalisation des bourgs de communes qui s'articule pleinement
avec la politique ZAN qui est mobilisée, et puis une politique départementale qui va aller faire beaucoup d'animations territoriales pour pouvoir promouvoir les outils comme l'établissement public foncier, le CAUE, les agences d'urbanisme. On va être assez volontariste dans les avis qu'on donne en tant que personne publique associée sur les avis fonciers ou dans les avis qu'on peut rendre au niveau de la commission d'aménagement commercial. Et on organise aussi des événements, des tables rondes pour sensibiliser à la question avec notamment aussi des interventions, par exemple de l'agence de l'eau pour comprendre les liens, pourquoi on le fait, les liens avec l'eau et une démarche peut-être aussi un peu scientifique pour se rappeler quels sont les enjeux derrière quelque chose qui peut apparaître comme une contrainte. Voilà pour ce qu'on fait, puisqu'il était posé la question des enseignements, enfin des solutions pour réussir. Donc j'évoquais comment on peut le faire, comprendre pourquoi on le fait, être capable de saisir des outils disponibles sur le territoire, le portage foncier, les plans guides, etc. L'enjeu de la solidarité entre les territoires, les modes d'aménagement, la densification des usages dans nos bâtiments, des enjeux aussi, mais qui ne sont pas au niveau départemental, mais qui font partie de la solution, mais qui ont besoin d'être soutenus. C'est des enjeux de la fiscalité pour que les modes d'aménagement les plus vertueux puissent avoir un modèle économique. Donc on a tout un panel de solutions et d'actions qui visent à rendre effective cette mise en œuvre du zéro artificialisation net. Je vais passer maintenant sur la question de la santé des sols en tant que telle. D'abord, pour vous dire qu'il y a un constat d'un manque de connaissances qui est flagrant. On le voit, par exemple, beaucoup d'élus confondent l'artificialisation et l'imperméabilisation. Ça, c'est très, très courant. Et ça a été évoqué dans la présentation précédente. Finalement, c'est quoi un sol, entre guillemets, à quoi ça sert, et toutes ces fonctionnalités sont assez peu connues, même si on voit que avec la loi ZAN, on a remis un éclairage très fort, mais qui est plus sur une approche de stock. En fait, quel est mon stock, quelles sont mes réserves de foncier, et le sol est vu comme indépendamment de l'agriculture, évidemment, comme une ressource à aménager, comme un espace d'aménagement, avec une entrée qui va être quasiment exclusivement sur les enjeux réglementaires, notamment les zones humides, les espèces. Mais par exemple, ce qu'on vient d'évoquer sur la question des bactéries du sol, de sa richesse, de la séquestration du carbone est beaucoup moins pris en compte et connu et maîtrisé en fait. Et donc ça s'explique aussi derrière sur peut-être une moindre prise en compte dans nos politiques publiques, et aussi un angle qui est peut-être moins pris en compte et sur lesquels je peux peut-être dire qu'on a des craintes, c'est la question des pollutions. Alors on a l'exemple des friches industrielles à dépolluer avec les coûts que ça génère, mais on a aussi toute la pollution chimique qui peut être dans les sols. On le voit sur nos captages d'eau potable. On a des coûts très forts sur la dépollution liée aux intrants chimiques agricoles. Qu'est-ce qu'on a dans nos sols? Est-ce qu'on va avoir aussi là des enjeux de politique forts? Comment on arrive à promouvoir certains types d'agriculture qui vont protéger cette vie bactériologique, notamment qui renforce la résilience, etc. C'est des discussions qui ont peut-être pas suffisamment lieu. Et du coup aussi pour dire que on a un besoin davantage de cadrage dans nos politiques publiques. Je vais donner quelques exemples. On a un fonds pour renaturer au département, un fonds de renaturation, mais quel arbitrage on va faire entre je vais investir de l'argent pour renaturer un endroit où finalement on va pouvoir regagner très peu de fonctionnalités écologiques parce que la zone a déjà été très abîmée, plutôt que renaturer un autre espace. Comment on fait ces arbitrages? Comment on cartographie ça? C'est aussi l'exemple, on y est confronté sur la mise en place des parcs photovoltaïques sur d'anciennes friches. Est-ce que finalement il faut aller sur un retour à l'usage agricole, ou est-ce que c'est plutôt, on peut dire que ces terres elles sont perdues pour l'usage agricole et qu'on va mettre du photovoltaïque, mais comment on juge finalement de ces terres? Toute la problématique des carrières, sur les types d'aménagement qu'on va utiliser, par exemple pour nos pistes cyclables, lesquels sont les plus vertueux par rapport aux enjeux de protection des sols. Donc en fait, on a dans
de très nombreuses politiques publiques, cette question des sols qui revient avec pas mal d'inconnus. Et puis un enjeu de cohérence générale sur nos politiques publiques où on va d'un côté renaturer et de l'autre côté on voit qu'on perd 450 km de haies chaque année en Loire-Atlantique. Donc on a parfois un besoin de finalement prioriser là où l'effort aura peut-être le plus de vertu. Voilà, je vais passer assez vite. Juste pour conclure, dire qu'il y a peut-être quelques éléments qui semblent ressortir de cette approche, de cette expérience que j'ai moi en tant qu'élu à travers le prisme des politiques et de l'action du département de Loire-Atlantique. C'est que je pense qu'il y a une attente vraiment sur ce sujet de la santé des sols, qu'on a vraiment besoin de formation, que l'approche One Health sur la santé devrait être beaucoup plus connectée à l'enjeu des sols et de l'eau et des pratiques agricoles, ce qui n'est pas assez le cas aujourd'hui. Je pense à un enjeu vraiment de capitaliser sur la politique de l'eau quand on fait des contrats territoriaux eau pour regagner la fonctionnalité de nos bassins versants. Quelque part, on travaille aussi la qualité des sols. Et donc, s'appuyer sur la politique de l'eau pour travailler les sols, parce que c'est éminemment lié, serait vraiment pertinent. Et aussi, ça a été dit, l'intégrer dans nos politiques d'urbanisme davantage. On a encore pas mal de leviers à travers nos outils d'urbanisme, de planification, etc., pour prendre davantage cette problématique en compte. Voilà, merci de m'avoir écouté. Un grand merci. Je vais passer la parole au professeur Philippe Billet et puis après à François Descoeurs en visio, que je remercie de s'être joint à nos travaux. Bien, merci monsieur le sénateur. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, donc 5 minutes brièvement pour résumer une vie du sol vue du droit. C'est bien peu. Je l'ai appelé comme tel, si on veut le rechercher dans la réglementation une arlésienne du droit. En fait, vous n'avez absolument aucune définition formelle du sol. La première qui apparaît n'apparaît qu'en 2010, en plus dans une directive européenne sur les émissions industrielles qui va définir le sol, mais uniquement comme élément de référence sur la remise en l'état d'un sol. Donc on s'intéresse principalement à un sol pollué. En fait, lorsqu'on va le rechercher dans la réglementation, on le trouve sous diverses dénominations. Sol, terre, territoire, fond, tréfond, surface, mais comme vous l'a expliqué Lionel Rangeard, toujours sous une approche éminemment fonctionnelle. C'est le sol support de culture, support de construction, c'est le sol qui est filtre, production d'eau potable, notamment avec les périmètres de protection des captages, le sol qui est vecteur de risque, c'est essentiellement la vision que l'on en a en droit de l'environnement, ce sont les sols pollués. Et puis enfin, récemment, et qui cache un peu l'ensemble de ces fonctionnalités, c'est le sol comme élément de stockage, le sol comme puits de carbone. Et en fait, dans aucun texte, on ne prend en compte de façon explicite sa qualité de milieu naturel ou même sa naturalité, contrairement à l'air ou à l'eau, qui sont traités à part dans le Code de l'environnement. Et de fait, lorsqu'on s'intéresse au Code de l'environnement, qui est a priori un code dédié, vous n'avez pas au titre des milieux physiques, rien sur le sol. Vous avez les eaux et milieux aquatiques et marins d'un côté, vous avez l'air et l'atmosphère de l'autre. Alors certes, vous me direz, la loi biodiversité du 8 août 2016 a rajouté un chapitre sol et sous-sol, mais c'est seulement pour les sols malades, alors qu'on se serait attendu à ce qu'on ait une mise en œuvre effective d'éléments relatifs au sol. Et il se cache encore plus si on s'attache à ce qui constitue le patrimoine commun de la nation, l'article 110-1 du Code de l'environnement, qui vise un certain nombre d'éléments, qui va même d'ailleurs jusqu'à considérer que les sons et les odeurs qui caractérisent les milieux font partie du patrimoine commun de la nation. Le sol n'y est pas. Il est caché dans un sous-paragraphe. Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution du patrimoine commun. Donc il n'est pas patrimoine commun en tant que tel. Ce qui, on pourra en rediscuter par rapport à des propositions de loi récentes, sont liés essentiellement à la peur qu'on pourrait avoir d'une nationalisation du sol en le faisant patrimoine commun, alors que ça a une toute autre signification. On verra qu'on peut avoir des formulations qui seraient un peu plus, on dira, rassurantes. Alors on le trouve heureusement sous certaines protections ponctuelles, puisque tout ce qui est parcs nationaux, réserves naturelles, zones humides, vous avez le mot sol qui intervient comme élément de protection. Les études d'impact et évaluation environnementale intègrent le sol, mais la plupart du temps d'expérience, c'est essentiellement le sol surfacique, donc dans le quantitatif et pas dans le qualitatif qui est pris en compte. Vous avez également tous les dispositifs de lutte contre l'érosion des sols, pour protéger le bon état des eaux et la lutte contre l'artificialisation. On n'a pas véritablement non plus qui aurait pu contraindre la France à avoir une réglementation spécifique de conventions internationales sur le sol. Bien sûr, on trouve dans le cas de la Convention alpine
notamment son protocole de 1998, un protocole sur la protection des sols, qui impose, mais c'est uniquement le sol alpin, qu'il soit préservé de façon durable en vue de sauvegarder son utilisation. Mais son utilisation elle est essentiellement à des fins touristiques et d'urbanisation. Vous avez également le partenariat mondial pour les sols de la FAO de 2013 et qui vise la sécurité alimentaire. Et puis, comme vous le savez désormais, l'année internationale des sols 2015 avec sa journée mondiale tous les 5 décembre de chaque année et qui sont organisées en France par l'Association française pour l'étude du sol. Le droit communautaire. Droit de l'Union, vous n'avez pas de compétences explicites, donc on a une approche communautaire qui est extrêmement limitée. Comme je vous l'ai dit, la protection des sols n'intervient que lorsqu'on est dans le cadre de la pollution industrielle. Et le seul cas que j'ai pu repérer où le sol était explicitement pris en compte en matière d'urbanisme notamment, c'était la première directive Seveso, jusqu'à la Seveso 3, en matière d'urbanisation péri-industrielle autour des sites industriels, donc pour limiter cette urbanisation, mais le sol n'apparaît pas véritablement en tant que tel. On en trouve également des traces dans l'éco-conditionnalité des aides agricoles avec la nouvelle PAC sur les aides en faveur notamment de l'environnement pour la rétention du carbone par les sols, l'amélioration de leur résilience. On en trouve également dans les bonnes conditions agricoles et environnementales pour le stockage de nouveau du carbone, donc toujours le lien avec le climat, imposant des maintiens d'enherbement des sols, des limitations de l'érosion, par exemple. Mais vous n'avez pas de texte fédérateur au niveau de l'Union. Vous le savez, vous aviez un projet de directive cadre en 2006 qui a échoué, notamment du fait de l'opposition de la France sur ce caractère. Et nous avons désormais un nouveau projet en cours de discussion dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie de l'Union européenne pour les sols à l'horizon 2030. Et vous avez un projet de directive dans ce cadre-là, mais qui vise essentiellement la question de la santé des sols avec un passeport de santé pour les sols, l'introduction d'un certificat dans le cadre des transactions foncières, le suivi de l'artificialisation des sols. Vous avez tous des dispositifs de monitoring. Ceci est constituer des espèces de districts de façon à déterminer des qualités de sols particulières pour qu'on ait une uniformisation, en tout cas de la politique de protection des sols à l'échelon communautaire, l'essentiel étant d'arriver à ce que l'on appelle une gestion durable des sols, notamment via l'agriculture régénératrice, donc le lien nécessaire à effectuer avec toute la politique agricole dans ce cadre-là. Lorsqu'on est en matière de droit de l'environnement franco-français, mais qui dépend essentiellement de la transposition de la directive 2004-35 sur la responsabilité environnementale, c'est le seul cas où on va apparaître les services écosystémiques des sols, puisque le cas de responsabilité environnementale, donc, qui va conduire le préfet notamment à intervenir pour préserver les sols par des mesures de sanctions administratives, va viser notamment l'introduction directe ou indirecte en surface et dans le sol de substances et autres éléments qui créent un risque d'atteinte, mais c'est un risque d'atteinte grave à la santé par le sol. Donc ce n'est pas le sol en tant que tel qui est protégé, mais la santé humaine via les atteintes au sol. Le seul cas où le sol est totalement pris en compte, c'est le fait que vous pourriez avoir des atteintes aux services écosystémiques rendus par les sols. Et la position du préfet sera de restaurer ceci. Ce qui est intéressant, c'est que le texte, contrairement à beaucoup d'autres textes en matière de responsabilité, va imposer une responsabilité avec une restauration essentiellement en nature, avec un certain nombre d'éléments de gradation de restauration dont on pourra reparler, qui, de mon point de vue, manquent assez singulièrement dans la politique ZAN. Vous avez s'agissant de santé des sols, toute une politique de réhabilitation des sols pollués qui avait été mise en place par la loi ALUR de 2014 avec des objectifs de restauration, de réhabilitation post-exploitation d'installations classées. Vous avez toute une batterie de police spéciale installation classée, police spéciale déchets, police spéciale sol pollué, donc autant d'éléments qui portent atteinte à la santé du sol et qui laissent le préfet et le maire en première ligne avec des moyens relativement limités pour pouvoir agir dans ce cadre-là. Reste le code sur lequel le sol est le plus présent, c'est le droit de l'urbanisme, le code de l'urbanisme, avec, avant 2016, on avait un principe d'économie des sols et qui désormais n'est plus qu'un principe d'économie des espaces naturels qui doivent être gérés de façon économe, avec un certain nombre de protections ponctuelles qu'on peut retrouver notamment dans la protection des espaces agricoles pour éviter ce qu'on appelle l'étalement urbain. Un certain nombre d'objectifs de protection doivent figurer dans les rapports de présentation des SCOT, dans les rapports de présentation des PLU. Vous avez des évaluations
récurrentes s'agissant des questions de densification et surtout de lutte contre l'artificialisation, puisque la loi Allure a supprimé un certain nombre de dispositions qui justement favorisaient celle-ci. Alors, le dernier élément, le dernier avatar en date dans ce cadre-là de lutte contre l'artificialisation, c'est, comme vous le savez, le ZAN, donc le zéro artificialisation nette, alors qui a beaucoup gêné les écologues s'agissant du caractère net, puisque c'est un bilan avec, comme vous le savez, une compensation entre des atteintes et une réhabilitation, tout en sachant qu'on s'interroge aussi, mais on pourra en reparler d'un point de vue scientifique, sur ce qu'on appelle effectivement réhabilitation des sols. Ça présente quand même, au-delà de tous ces défauts dont on pourra reparler, un intérêt pour le recyclage foncier et la remise en état des sols. Ça présente un intérêt pour un retour à la fonctionnalité des sols, mais le texte donne une prime aux mauvais élèves dans la mesure où on prend comme référence les artificialisations des années antérieures. Donc ceux qui ont le plus artificialisé se retrouvent avec le plus de capacité d'artificialisation plus tard. Pose le problème également du retour effectif à la fonctionnalité, puisqu'on va avoir une artificialisation immédiate du sol avec une réhabilitation qui peut, dans son effectivité, prendre plusieurs années, voire plusieurs décennies. Alors, quelles seraient les éventuelles pistes de remédiation ? Notamment reconnaître le sol comme milieu à part entière pour en faire une idée de politique nationale, non pas tant comme le sol patrimoine commun de la nation, puisque vous avez déjà délibéré sur la question, elle est passée en sous-ordre, mais ça serait surtout la capacité de service du sol, les services rendus par le sol qui feraient partie du patrimoine commun de la nation. Il y aurait également, puisque ça permettrait également de mettre en évidence l'intérêt que l'on y porte. Il faudrait également favoriser le recyclage foncier avec tous les avantages qui sont attachés, expérimenter des dispositifs d'économie des sols, puisque vous savez que désormais il est possible de faire des lois d'expérimentation sur certains secteurs, notamment à l'échelon régional. Utiliser éventuellement certains modèles, notamment le modèle suisse avec les surfaces d'assolement qui permettent de protéger de façon stricte sur l'ensemble du territoire ce qu'on appelle les meilleures terres agricoles et qui sont totalement non artificialisables. Et si elles l'étaient, il y aurait des compensations strictes de ce point de vue-là. Vous avez également aussi un peu sur le modèle des quotas de gaz à effet de serre, des quotas de constructibilité. Il y a des expérimentations qui se font en Allemagne et qui permettent donc d'avoir des idées d'économie, puisque moins on construit en surface, plus on économise en termes de droits. Et puis on pourrait également promouvoir les services écosystémiques des sols par leur identification effective, par un rattachement particulier, soit à la propriété, soit comme patrimoine commun, soit par d'autres dispositifs, et puis les évaluer et jouer avec, comme l'a présenté Lionel Rongard, avec le projet Prodige, auquel je participe également à Dijon, avec des indicateurs, avec des référents d'usage, des référentiels, qui permettraient de dire que certains types de sols ne peuvent être affectés qu'à tel et tel usage et pas tel autre. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole en visio à François Descoeurs. Merci encore d'être présent en visio. Merci. Votre micro est branché. Vous m'entendez là? Oui. Là, c'est bon. Oui. Bien, mais écoutez, je vous remercie d'avoir invité l'Association des maires ruraux de France à vos travaux, surtout concernant ce sujet qui, que je découvre sans découvrir, mais que je pense qu'il aurait fallu qu'on le connaisse un peu plus avant de travailler le ZAN, en fait. Parce que c'est vraiment la présentation qu'il y a eu quand je suis arrivé sur la nature du sol et la biodiversité qu'il peut y avoir avec 59% de biodiversité dans le sol, par exemple, fait qu'on ne peut pas échapper à prendre toutes ces considérations pour travailler le ZAN, en fait. Alors, le ZAN, on n'est pas opposé, nous, au ZAN, à l'Association des maires ruraux de France, on est opposé à la méthode qui est utilisée pour le mettre en place, et on pense que c'est pas très adapté au monde rural, en fait. Mais pour ce qui concerne la nature du sol, c'est vraiment quelque chose qui doit maintenant
faire l'objet. Alors, il y a certaines collectivités qui ont la chance d'avoir sans doute des élus ou des professionnels qui connaissent bien le sujet et qui l'ont pris en compte, mais je ne pense pas que ce soit la majorité dans le cadre national. Et je pense qu'il serait très important, puisque c'est maintenant les SCOT qui vont probablement gérer la mise en place du ZAN, il faut vraiment que ce volet-là soit abordé de manière très forte, parce que c'est l'avenir un peu de notre l'avenir de notre vie, de la qualité de la vie, et de ne pas faire de bêtises en ce qui concerne la répartition notamment des nouvelles surfaces sur le territoire, les nouvelles surfaces à urbaniser. Alors, c'est vrai que dans le monde rural, vous savez, il y a un bon sens naturel qui fait que souvent, on voit bien que les agriculteurs ou les gens connaissent bien leur terrain et connaissent bien, sans le définir scientifiquement, connaissent bien la nature du sol. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans leur pratique, ils n'utilisent pas le sol n'importe comment, ils l'utilisent en fonction effectivement de leur qualité agronomique ou autre, ou hydrologique notamment, mais ils l'utilisent par le bon sens, souvent, et par une culture de terrain, en fait. Il se trouve qu'il va falloir maintenant que sur le plan de l'urbanisation, on l'applique d'une manière peut-être un peu différente pour bien faire prendre conscience aux habitants en général que le sol est capital, et je trouve que c'est dommage que j'ai ce discours aujourd'hui, après avoir travaillé 3 ans sur le ZAN dans le cadre de la MRF avec l'ensemble des ministères concernés. Mais bon, c'est comme ça, donc il faut qu'on essaye de rattraper la situation. On a la chance de vous avoir parmi ceux que j'ai pu écouter tout de suite, et je crois qu'il va falloir qu'on prenne beaucoup plus en considération. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du sol comme vous, alors c'est très enthousiasmant de vous écouter. Mais par contre, si vous voulez me poser des questions par rapport aux ZAN, dans le monde rural notamment, par rapport à la qualité du sous-sol, n'hésitez pas. Voilà. Merci. Eh bien, je vais donner la parole à nos collègues et je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Merci aux différents intervenants. On voit bien que la santé des sols est un sujet majeur. Moi, je voudrais aborder le rôle des sols dans le grand cycle de l'eau. Je pense notamment à la capacité des sols, une capacité purificatrice et dépollutive lors de l'infiltration des précipitations dans les nappes, mais également à leur pouvoir de régulation des eaux de surface, à même d'amoindrir les dégâts causés par les inondations et de réguler les crues qui sont malheureusement d'actualité. Les agences de l'eau promeuvent depuis plusieurs décennies les solutions fondées sur la nature, ce que nous soutenons également, avec la renaturation et le reméandrage de certains cours d'eau, mais à ma connaissance, n'interviennent qu'assez peu sur les sols aux abords des cours d'eau. Alors ma question s'adresse à M. Rangeard précisément. Pour améliorer l'absorption des sols et leur rôle d'éponge naturelle, quels sont les enseignements que vous tirez de vos observations et de vos recherches? Et quelles sont les bonnes pratiques en la matière ou au contraire les erreurs à ne pas commettre? Et en quoi le diagnostic précis et la cartographie précise des sols permettent-ils de mettre en œuvre un aménagement du territoire plus respectueux des sols? Ma seconde question porte sur la stratégie de réduction du rythme de l'artificialisation des sols. Donc, ça a été évoqué, le zéro artificialisation nette. Donc, j'insiste pas sur les difficultés de sa mise en œuvre et les complexités du dialogue territorial pour répartir les baisses de consommation foncière, qui sont bien réelles et que l'on retrouve dans l'ensemble des régions de France. Mon interrogation porte plutôt sur un volet encore négligé et pourtant essentiel, puisqu'il sert à calculer le ratio du ZAN, à savoir la renaturation des sols. Vous avez parlé de réhabilitation des sols, monsieur le professeur. La loi climat et résilience l'a définit comme une action ou une opération de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol. J'aimerais connaître l'efficacité des opérations de désartificialisation et les progrès en matière de génie pédologique pour améliorer la qualité des sols sans avoir à prélever de la terre sur des sols naturels ou agricoles à des coûts économiques et environnementaux élevés.
En effet, dans le cadre normatif actuel, plus aucune artificialisation ne pourra être effectuée à partir de 2050 sans la restauration d'une surface au moins équivalente. Il est donc essentiel que l'ingénierie et la connaissance du fonctionnement des sols progressent rapidement. Dans cette logique, à qui pourrait être confiée la tâche de s'assurer de l'efficacité de la renaturation? Quels sont les principaux points de vigilance que vous identifiez en amont de l'élaboration des certificats de renaturation, dont la valeur sera la même, quelle que soit la localisation dans le territoire national, la région Bretagne ou la région Pays de la Loire? Merci pour vos réponses. Avant de répondre, je vais donner la parole à un autre intervenant, puis après vous répondrez, et je donnerai une deuxième série de... Je donne la parole à Nicole Bonnefoy. Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Professeur, Monsieur le Directeur, mes chers collègues. Comme vous le savez peut-être, j'ai déposé une proposition de loi avec quelques-uns de mes collègues pour la préservation des sols vivants, qui a pour objet de fixer un cadre à la reconnaissance de la qualité des sols dans notre droit commun, et vous l'avez évoqué, au même titre que la qualité de l'eau ou celle de l'air. Cette évolution du droit, et vous l'avez rappelé, recommandée depuis des années pour donner corps aux soins que nous devons absolument porter aux vivants. La France dispose d'une réelle expertise en matière de connaissance des sols et a mis sur pied des outils efficaces d'analyse. Le texte de loi que je propose est d'établir un cadre rénové pour un pilotage de la ressource en vue d'une transformation des usages afin de garantir les services écosystémiques, et ils sont nombreux, rendus gratuitement par les sols. Pour en citer quelques-uns, et vous l'avez déjà dit, et c'était bien mentionné dans le diaporama: captage de carbone, conservation de la biodiversité, régulation du climat, contrôle des maladies et des ravageurs, filtration de l'eau, etc. Grâce au diagnostic, les usagers de la terre pourraient se saisir de méthodes simples et vérifiées pour améliorer la fertilité des sols. Le programme Ecovitisol, réalisé par notre intervenant Lionel Ranjard, démontre bien la capacité que nous avons aujourd'hui de transformer les pratiques agricoles et viticoles et de réconcilier les usages avec la protection des sols. Donc je remercie chaleureusement notre commission d'avoir organisé cette table ronde dédiée à la santé des sols, qui vient opportunément enrichir nos réflexions à quelques semaines de l'examen d'une proposition de loi et dans le cadre plus global du futur projet de loi d'avenir agricole, mais aussi, et vous l'avez rappelé, du projet de directive européenne. Donc ce texte peut constituer un premier pas important pour la préservation des sols. Quelques questions maintenant pour Monsieur Ranjard. Pourriez-vous préciser l'importance du sol dans la filtration de l'eau? Une bonne gestion des sols peut-elle avoir un impact sur les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui, par exemple sur le gonflement des sols argileux? Quels moyens d'intervention en milieu urbain? Les outils de diagnostic vous permettent-ils d'analyser l'ensemble des sols et de préconiser des actions précises sur tout type de sol, que ce soit des prairies, des forêts, des vignes ou des grandes cultures? Vous relevez que dans les vignes et les grandes cultures, on perd 80% des réseaux d'interaction de la microbiologie des sols. Les réseaux sont moins cohésifs et donc le fonctionnement du sol va être impacté. La vitalité de ces réseaux d'interaction est-elle la condition d'une bonne fertilité des sols? Sur l'étude Ecovitisol que vous avez menée auprès des viticulteurs bourguignons, quelle a été la réception de votre démarche? Les pratiques recommandées ont-elles été appliquées par les viticulteurs et évaluées a posteriori? Ainsi, avez-vous pu constater notamment une diminution des pesticides grâce à l'application de ces bonnes pratiques? Et pensez-vous que cette méthode peut être élargie à l'ensemble du territoire et d'autres types de cultures? Et quel laps de temps est-il nécessaire pour retrouver une qualité du sol appréciable? Voilà toutes mes questions. Et concernant Monsieur Billet, je crois que nous partageons le même souhait de voir le sol reconnu enfin dans la loi française, et j'espère qu'on va y arriver et que le Sénat va y contribuer. Et donc, même si vous avez déjà répondu en partie, je voulais vous interroger sur le ZAN. Quel regard vous portez sur les évolutions récentes de la législation, en particulier sur le ZAN? Est-ce que vous pensez que le législateur
sénateur, est allé assez loin dans la lutte contre l'artificialisation, même si vous avez déjà en partie répondu en émettant quelques recommandations ou propositions. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Rangeard, puis Monsieur Billet. De répondre. Il paraît. 3 minutes 50. Bon, je vais essayer de me remémorer toutes les questions et de répondre de façon synthétique. Tout d'abord, les sols et le cycle de l'eau, puisque ça correspond à des questions communes. Le sol est une matrice fondamentale pour le cycle de l'eau. Alors, tout d'abord, en termes de rémédiation, c'est un filtre, le sol. On le connaît historiquement. On compte beaucoup dessus, notamment pour certaines molécules pesticides qui doivent se biodégrader au niveau du sol, avec des résultats plus ou moins efficaces parce que c'est toujours mesuré en laboratoire et sur le terrain ça se passe toujours un peu différemment. La vie est un peu compliquée et très dynamique. La structure du sol est très importante pour... alors pardon, je reviens sur la biorémédiation. Les organismes, alors on a des processus physiques, on a des processus chimiques de dégradation et bien sûr on a des processus biologiques et ce sont les plus importants qui sont portés par la biodiversité et notamment les bactéries et les champignons qui sont des acteurs fondamentaux dans la biorémédiation de toutes les molécules que l'on est capable de mettre, même des molécules à une époque de la chimie. Le paradoxe c'est que j'ai fait de la chimie au début de mon parcours, donc je sais de quoi je parle, où on faisait des molécules qui n'existaient pas dans la nature, parce que justement on voulait qu'elles restent longtemps et qu'elles soient efficaces longtemps. DDT, lindane, etc. Et donc même les micro-organismes ont mis un certain temps, mais ont trouvé des voies de dégradation parce que c'était une source de carbone et d'énergie. Donc elles ont des objectifs d'utilisation de la matière, d'utilisation de l'énergie et aussi de détoxification de leur environnement. Donc on a des processus biologiques qui sont très importants, mais ils ne sont pas toujours efficaces à 100%. Donc le sol est un énorme filtre en termes de biorémédiation. En termes de régulation des flux d'eau aussi, la porosité du sol est très importante et maintenir la porosité d'un sol et s'assurer que le sol est perméable et que les flux d'eau seront bien régulés. Alors bien sûr quand il est imperméabilisé, le problème est différent, mais dans les sols agricoles, il faut éviter tout ce qui est tassement. Et donc c'est la biologie encore une fois, et ce sont encore une fois les bactéries et les champignons qui créent la structure du sol, tout simplement parce qu'elles créent leurs habitats, elles créent des agrégats dans lesquels elles vont habiter, ces agrégats font la porosité, et donc il faut le côté perméable du sol et le côté réserve hydrique aussi pour les plantes, et échange gazeux, échange de nutriments. Donc j'ai envie de dire la biodiversité, mais je suis écologue, donc je ne vais pas vous dire autre chose, mais c'est une vérité. La biodiversité est à l'origine de ces différents services, et donc les solutions fondées sur la nature sont importantes. Et donc aux abords des rivières, des aménagements et dans les systèmes agricoles, il faut préserver cette qualité biologique des sols qui entraîne une qualité physique de structure du sol et aussi de capacité de dégradation. Quelles sont les pratiques ? Éviter les agressions mécaniques, éviter les agressions chimiques, comme on le connaît, et couvrir les sols. Une des pratiques les plus agroécologiques, c'est la couverture des sols. On en reparlera sur le programme Ecovitisol. C'est un gros problème en vigne, dans certains territoires, pas tous. Mais on a surtout une mauvaise couverture en termes de durée et en termes de diversité végétale au niveau des sols agricoles, et c'est ce qui pose problème. Même dans les sols urbains, d'ailleurs. On pourra en discuter sur le jardin du Luxembourg. Pas parce qu'une pelouse est belle, qu'elle est diversifiée et fonctionnelle, et qu'elle stimule la vie du sol. On dit toujours en écologie que si on a de la biodiversité au-dessus du sol, on aura de la biodiversité en dessous du sol. Et inversement aussi, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de biodiversité dans le sol, la biodiversité végétale aura du mal à s'exprimer et à se développer. Pour revenir sur Ecovitisol, alors je ne savais pas qu'on avait parlé d'Ecovitisol aujourd'hui, et j'en suis ravi parce que c'est un petit projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un projet participatif. Donc il y avait une question de monsieur Decker qui disait travailler avec les agriculteurs, il faut sensibiliser le monde agricole. On travaille en projet participatif directement avec les agriculteurs. On l'a fait en grande culture, là on s'est focalisé un peu sur la viticulture. Pourquoi ? Parce qu'on part d'un peu plus loin en viticulture avec des pratiques historiquement un peu plus agressives, mauvaise couverture, beaucoup de mécanisation, beaucoup de pesticides. Et donc, on avait à cœur aussi d'aller regarder la qualité des sols. Je tiens à préciser avant de parler d'Ecovitisol, c'est qu'on a les outils aujourd'hui. On a des outils de diagnostic qui proviennent de la recherche. Pas tous, ciblez ceux de la recherche, s'il vous plaît. Ils sont objectifs, rigoureux, et ils ont des référentiels d'interprétation, comme vous avez pu le voir, avec le RMQS et avec des projets territoriaux. Le RMQS est assez grossier, mais il a le mérite d'exister. Il donne déjà des tendances nationales, et les projets territoriaux, comme le projet Prodige à Dijon, sont des initiatives très importantes pour affiner les référentiels et les diagnostics. On perd 90% des réseaux en système viticole et on voit une augmentation de la biodiversité. C'est un peu un paradoxe chez les micro-organismes. C'est un peu un paradoxe microbien, c'est que les micro-organismes peuvent avoir des augmentations de diversité dues à des perturbations, et c'est une diversité opportuniste qui n'amène pas obligatoirement une bonne fonction et une bonne fonctionnalité du sol, et donc ne remplit pas obligatoirement les services écosystémiques.
Mais on a toutefois la capacité de mesurer en fait ces indicateurs. Et au niveau des vignes, donc dans Ecovitisol, on est en train de sensibiliser le monde viticole. Alors ils sont déjà très sensibilisés, les agriculteurs et les viticulteurs, à la qualité de leur sol. Ils l'entendent à droite à gauche, mais ils ne savent pas trop quoi faire. Et donc dans Ecovitisol, on fait différents territoires viticoles où on compare les itinéraires techniques, on compare même les modes de production, bio, conventionnel, biodynamie, sur leur impact sur la qualité des sols et notamment la qualité microbiologique. On voit des choses très intéressantes et on part du principe que en fait, l'interprétation d'un diagnostic et la comparaison des viticulteurs entre eux permettra de les sensibiliser encore plus et de leur faire adopter des pratiques de leurs voisins. C'est-à-dire qu'on ne fait absolument pas de conseils dans Ecovitisol, on les fait se comparer les uns par rapport aux autres sur la base d'un diagnostic. Et ça marche relativement bien, puisque ceux qui sont un peu meilleurs que les autres, sans jugement de valeur, eh ben, vont diffuser très facilement à ceux qui sont un peu moins bons par rapport à leur diagnostic et par rapport à leurs pratiques. Quelles sont les bonnes pratiques en viticulture? Limiter le travail du sol, enherber les vignes, de façon... Alors l'enherbement est une vraie science et vraiment à développer parce qu'il y a plein de choses qui sont tâtonnées, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Réduire bien sûr les pesticides qui sont des biocides. Et on a des territoires qui sont très vertueux. Je vais citer l'Alsace, qui est un territoire qui enherbe historiquement, puis des territoires un peu moins vertueux en termes notamment d'enherbement, comme la Bourgogne. Je le dis en étant au milieu des vignes en Bourgogne, donc mes voisins sont viticulteurs et acceptent ce discours, et on les amène diagnostiquer. Donc c'est très important ces projets, parce que ça permet de diffuser les bons indicateurs et de comparer et de capter l'innovation aussi chez les agriculteurs et les viticulteurs. Parce que l'innovation, personnellement, je suis persuadé qu'elle est l'innovation des itinéraires techniques chez les agriculteurs et les viticulteurs et qu'il suffit de l'évaluer et de la rediffuser à l'échelle d'un territoire. Par contre, ce qui marche en Alsace n'est pas obligatoirement applicable en Côte-de-Provence ou dans l'Hérault ou en Bordelais. Et le but d'Ecovitisol, c'est de faire tous les territoires viticoles en une quinzaine d'années. Et on est cofinancé par les territoires eux-mêmes, donc il y a une véritable volonté locale de connaître mieux la qualité de ces sols et d'améliorer ces itinéraires techniques, en tout cas de savoir si ceux qui sont développés vont dans le bon sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Sur la question de Guillaume. J'en ai un peu parlé au début quand même. Qui pour la compensation? Qui pour mesurer, suivre la réhabilitation des sols? Suivre la réhabilitation des sols, ce sont des diagnostics, des indicateurs, des tableaux de bord que l'on est capable de faire et qui sont transférés. Il y a des laboratoires aujourd'hui privés qui ont acquis les indicateurs de l'INRA et qui sont capables de diagnostiquer la qualité, notamment la qualité biologique des sols et certaines fonctions pour faire des suivis. Des suivis de qualité des sols. La réhabilitation, oui, la question sur la réhabilitation des systèmes agricoles, elle peut être assez rapide pour les micro-organismes. C'est-à-dire que les bactéries et les champignons sont des organismes à temps de génération assez court. On peut très vite les dégrader, on peut très vite les altérer. On peut aussi assez rapidement les réhabiliter. C'est une question classique des viticulteurs, surtout ceux qui ont un diagnostic rouge ou orange. Ils nous disent en combien de temps. Alors plus on part de loin, plus c'est long. Mais plus on applique les bonnes pratiques, plus ça sera rapide et efficace. Et ça peut être quelques années. Ça ne sera pas 2 ou 3 générations humaines. Ça peut être quelques années pour réhabiliter la qualité microbiologique d'un sol agricole qui a été dégradé par des mauvaises pratiques. Alors bien sûr, tout dépend de l'investissement dans ces nouvelles pratiques et de l'état dont on parle. Alors, je n'ai pas de réponse précise à cette question. Je sais sur les gonflements des sols argileux, mais à partir du moment où les micro-organismes sont impliqués dans la structuration des systèmes, ils sont impliqués dans la stabilité du système. Donc, si un sol argileux est totalement déstructuré parce qu'il y a des pratiques agressives et que la microbiologie est mauvaise, si la microbiologie est meilleure, il va structurer, il va agréger les argiles et ça peut avoir un effet de stabilisation par rapport à ça. Mais je n'ai pas de réponse précise sur cette question, je suis désolé. Bien, je viens devant votre micro. Oui. C'est mieux comme ça. Merci. Oui, merci pour vos questions, puis merci pour votre proposition de loi que j'ai lue et relue, et on pourra en rediscuter. Alors, quelques éléments de ce que je pense du ZAN. C'est un point de vue de juriste tout à fait personnel, mais en même temps assez critique. D'abord, il a le mérite d'exister, mais je ne dirais pas qu'il vient un peu tard ou il vient un peu trop en trop, puisque je crois me souvenir que le slogan de la loi SRU du 13 décembre 2000 était « reconstruire la ville sur la ville », et déjà on était dans des resserrements, des densifications, et on peut quand même s'interroger pourquoi il a fallu la loi Allure en 2014, pourquoi il a fallu la loi Elan en 2018, et maintenant en 2021 le ZAN, si on n'a pas réussi déjà depuis 25 ans à obtenir les résultats que l'on souhaitait avec un certain nombre d'éléments. Parce que je pense que
avant de se poser la question du comment on évite l'artificialisation, il aurait peut-être fallu se poser la question du pourquoi on artificialise. Pourquoi on artificialise? Tout simplement parce que, comme vous le savez, il y a des millions de mètres carrés vacants, donc déjà du construit, pour lesquels on manque quand même singulièrement de textes pour avoir une occupation effective. Alors certes, il y a le sacro-saint droit de propriété, mais il y a également de l'autre côté l'intérêt général. Lorsque l'État veut s'investir dans ce cadre-là, il sait le faire. Il y a la question également de la désertification. Là, je rejoins Monsieur le Président de l'AMF en matière agricole. Il y a quand même aussi le problème de la désertification agricole, enfin la désertification dans les campagnes, et qui fait qu'on va avoir besoin de plus de construction en ville pour accueillir les personnes, mais dans le même temps, on laisse ces éléments vacants. Et peut-être qu'une réflexion un peu plus poussée avant d'aller sur le ZAN aurait été, ou en même temps aurait été intéressante. Ensuite, ma deuxième réflexion, c'est que je suis très surpris qu'on critique autant un texte que le ZAN avant même qu'il ait été mis en œuvre, puisque sa mise en œuvre est quand même pour un certain temps. Et je note qu'il est de 2021, nous avons une loi du 20 juillet 2023, 2 ans après, alors même qu'on ne l'a toujours pas mis en place. Alors même si certaines communes l'expérimentent, mais sans ce support-là, puisqu'il n'est pas d'application immédiate. On a une mission d'évaluation. Oui. Mais c'est quand même assez surprenant. Et surtout, c'est que le dernier texte en date n'est pas du comment améliorer le ZAN, c'est comment échapper au ZAN. C'est quand même curieux, je trouve, comme texte. Mais bon, ça, ce sont mes réflexions de juriste. S'agissant du ZAN en tant que tel, je pense qu'on pourrait améliorer peut-être, en tout cas dans sa fonctionnalité, pour la question de la réhabilitation des sols, c'est de s'intéresser aussi à quelle pérennité donner au sol réhabilité. Puis une fois qu'il a été réhabilité, que devient-il? Est-ce qu'il a la possibilité d'être plus tard réartificialisé, moyennant une désartificialisation ailleurs, etc. On pourrait s'inspirer, me semble-t-il, de la loi de 2016 sur la biodiversité à propos de la compensation écologique, où on prévoit notamment des sorts, des terrains qui ont fait l'objet de cette réhabilitation en vue d'être affectés à de la compensation écologique. Premier point. Donc il me semble qu'il faudrait peut-être apporter une garantie supérieure que celle qui fait sur le texte, qui garantirait le non-usage ultérieur des textes, éventuellement dans le cas du règlement national d'urbanisme sous forme de disposition d'ordre public qui s'imposerait au plan local d'urbanisme et autres documents d'urbanisme. Ensuite, peut-être également, puisqu'on parle de zéro artificialisation nette, mais on est dans l'artificialisation des artificialisations du point de vue quantitatif, de se placer de nouveau avec la loi biodiversité de 2016 pour jouer peut-être sur l'additionnalité écologique et pas simplement faire un net, mais un net plus, éventuellement en termes de désartificialisation ou en tout cas de remise en bon état de fonctionnalité des sols. Et puis éventuellement voir comment on pourrait le transposer en matière rurale, puisqu'on a tout un certain nombre d'éléments, notamment sur l'entrée en bail, sur l'évaluation de l'état des sols, et la sortie de bail sur l'évaluation de l'état des sols, trouver des référents qui sont un peu différents désormais et qui seraient plus en termes de bonne santé des sols et pas simplement en termes de capacité de produire, ce qui est quand même très singulièrement différent, même si un sol peut bien produire parce qu'il est en bonne santé, mais aussi il peut produire parce qu'il est en mauvaise santé, mais ça on ne l'intègre pas. Il y aurait peut-être un certain nombre d'améliorations ou de modifications à apporter. Voilà, je m'en tiens là pour le moment. Merci. Merci, professeur. J'étais en train de regarder un document inspiration, vous allez, je pense, le recevoir, qui est très intéressant. Et effectivement, ça reprend bien ce que vous dites, parce que Jean-Baptiste Blanc, le rapporteur sur le ZAN, titre « L'acceptabilité est la clé pour atteindre le ZAN ». Et effectivement, c'est vrai que c'est déjà une difficulté, alors que ce n'est pas mis en place, et vous avez raison de le souligner. Je vais donner la parole à Eric Gold. Merci, Monsieur le Président. Merci aux différents intervenants. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de collectivités qui sont en cours d'élaboration de documents d'urbanisme, de collectivités ou de PCI d'ailleurs, avec des zonages à définir qui engendreront automatiquement des conséquences en matière de constructibilité et en matière de préservation. Alors François Descoeur disait tout à l'heure, parlait du bon sens en milieu rural. Je ne sais pas si le bon sens est suffisant. Parce qu'il y a, à mon avis, un enjeu de connaissance. On ne protège bien que ce qu'on connaît bien, finalement. Et moi, j'aimerais savoir si, d'après vous, d'abord, quels sont les outils dont disposent les collectivités
pour construire des documents d'urbanisme les plus efficaces possibles, qui prennent en compte à la fois les caractéristiques des sols, avec celles qui sont essentielles, c'est-à-dire qui ont une valeur patrimoniale à protéger. Moi, j'ai l'impression que, vous parliez tout à l'heure des diagnostics de l'INRA, etc. Je ne suis pas certain, quand on fait les documents d'urbanisme, qu'on a forcément accès à ces documents-là, ou en tous les cas que ça rentre dans le processus d'élaboration. Donc voilà, moi, ma question, c'est surtout celle-ci. Est-ce qu'on a des véritables outils de connaissance lorsqu'on construit les documents d'urbanisme qui sont quand même, de façon, en termes de planification ou en termes opérationnels, les documents qui servent à préserver aussi, au-delà de la constructibilité des terrains? Merci. La parole est à Olivier Jacquin. Merci, Président, puis merci pour cette table ronde absolument passionnante. Avant de poser ma question, un conseil de lecture à mes collègues pour les fêtes. Le roman de Gaspard Ganzer, Humus, parle de la vie des sols. Oui, c'est ça. Gaspard Ganzer parle de la vie... Gaspard Koenig, pardon. Merde. Oui, je me suis trompé. Alors, je vais essayer de terminer. Merci. Parle de la vie des sols et notamment, il décrit très finement la question de l'éco-anxiété chez les jeunes générations. Et il est passionnant de ce point de vue-là. Et en plus, la scène finale se déroule dans le jardin du Luxembourg et au Sénat. Et ça vous amusera à un certain niveau. Alors, mes 3 questions précises à Monsieur Rangeard, l'agronome de l'agriculteur que je suis. Vous l'avez un peu évoqué, mais l'utilisation des phytosanitaires, et je pense particulièrement aux fongicides, relativement aux champignons présents dans les sols, sont-ils compatibles avec une bonne vie du sol? La deuxième question, les tenants de l'agriculture de conservation des sols mettent en avant la seule question du carbone et de la dilution de la matière organique dans le cadre des nombreux services écosystémiques rendus par les sols. Ils font abstraction des phytos et de la qualité de l'eau. Peut-on réduire ainsi la problématique de la vie des sols? Une dernière question très technique. S'agissant de la dilution de la matière organique par un travail du sol trop profond, avez-vous des données favorables, des nouvelles technologies de travail superficiel comme les charrues des chômeuses apparues récemment? Et puis une dernière question, à qui le veut, sur le ZAN, peut-être à M. Decker ou à Mme Girardot, plutôt que d'esquiver, ne vaudrait-il pas mieux aider les petites collectivités à densifier, tant en moyens financiers qu'en ingénierie, car la densification coûte plus cher que l'utilisation intensive des sols? Je vous remercie. Cette dernière question est à l'encontre de l'Association des maires ruraux de France. C'est notre invité qui répondra. Je vais donner la parole, je vais donner une série de questions et puis après vous répondrez globalement. Je vais donner la parole à Michael Weber. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour cette table ronde. Je voudrais d'abord rebondir sur ce que disait François Decker, parce que je pense que c'est important que quand on fait le bilan, et notamment sur la loi ZAN, effectivement, on n'a peut-être pas suffisamment pris en compte ce qu'étaient les sols dans cette explication de la loi. Et sur le constat, je rebondirai sur ce que disait Olivier Jacquin tout à l'heure. La question, ce n'est pas simplement de limiter l'artificialisation des sols, l'utilisation des sols, mais c'est aussi celle de la densification et de l'utilisation du déjà là, puisque je rappelle qu'il y a quand même 3 millions de logements vacants en France pour lesquels on n'a peut-être pas de solution. Mais ceci étant dit, je trouve que l'intérêt que l'on a aujourd'hui pour les sols et sa biodiversité, et leur biodiversité est plutôt un élément d'actualité, parce que ça ne fait pas longtemps, in fine, qu'on s'intéresse à cette biodiversité des sols. C'est le cas chez nous aujourd'hui, on le voit autour du débat, autour de la proposition de loi de Nicole Bonnefoy, c'est aussi le cas au niveau européen, et ça contribue, il me semble, à cette thématique des biens communs, dont on parle, l'air, l'eau, sans doute, et donc aujourd'hui peut-être les sols. Et donc ça m'amène à quelques questions. Quand on traite de la biodiversité, vous avez tout à l'heure cité la loi de 2016, on parle de corridors écologiques et on essaie de montrer qu'il y a des liens, notamment pour la faune, peut-être moins pour la flore, mais est-ce que cette notion finalement de corridor s'applique aussi au sol? Est-ce qu'il y a une interaction entre les sols malgré la distance, en quelque sorte? C'est un petit peu... Ou est-ce qu'on peut considérer que le fait d'avoir une approche qui soit en pastille
s'applique aussi à la prise en compte des sols. Le deuxième élément, qui est peut-être plus un élément scientifique, c'est à l'échelle nationale, est-ce que la diversité microbienne est-elle impactée par l'homogénéisation des cultures? En France notamment, les céréales occupent 60% des terres arables, et donc quel est l'impact de ce point de vue-là? Et l'épandage des boues, que l'on applique beaucoup dans les territoires, représente-t-elle aussi un risque pour la vie souterraine et l'équilibre du cycle naturel des nutriments? Et puis, on a parlé tout à l'heure des outils que l'on pourrait mettre en œuvre. Alors, je ne sais pas si ça a été évoqué dans les différents... Là, je m'adresse aux intervenants, en quelque sorte, quels qu'ils soient. On a beaucoup parlé des obligations réelles environnementales. Est-ce que ça peut être un outil utilisé? Parce qu'on en parle peut-être plus sur la question de la forêt, moins sur l'utilisation ou sur la protection des sols. Est-ce que ces obligations réelles environnementales qui ont été mises en place en 2007 pourraient être un outil à utiliser pour protéger les sols? Merci. Je vais donner la parole à Jean-Yves Roux, puis après je vous donnerai la parole pour répondre, parce que j'ai encore un certain nombre d'intervenants. Jean-Yves Roux. Merci Monsieur le Président. Alors c'est vrai que c'est une question qui n'a pas été posée, ça surtout concernant les crues que nous vivons à l'heure actuelle et les inondations. Donc vous le savez, il y a la présence de bois et d'embâcles naturels qui sont en rivière de plus en plus nombreux. Durant les crues qui ont été faits dans les départements, mais aussi dans les départements, que ce soit le nord ou le sud de la France, nous avons aperçu qu'il y avait beaucoup d'ouvrages qui étaient menacés par rapport à des embâcles qui étaient vraiment très nombreux dans les rivières. Et ma question est la suivante, c'est dans un contexte de fort risque d'inondation, comme nous le rapportent les élus de montagne par exemple, dont j'en suis un, que nous devrions permettre un assouplissement de la gestion des embâcles pour mieux protéger la population à court terme, mais aussi les sols dans nos rivières. Et si oui, considérez-vous que notre législation adaptée à ce nouveau défi de la prévention des inondations, quel pourrait être selon vous le point d'équilibre entre la protection des sols, bien sûr, et une gestion des embâcles moins risquées? C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'au niveau des cours d'eau, il y a une restriction au niveau des cours d'eau par rapport au sol. Et est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui serait à voir au niveau de notre réflexion pour voir un peu comment on pourrait changer peut-être notre législation par rapport à ce domaine de la protection des sols? Je vous propose de répondre, merci. Allez. Alors sur la première, je laisserai Philippe Billet, transfert des outils et des connaissances pour les documents d'urbanisme, parce que c'est ce qu'on essaye de mettre en place justement à l'échelle du territoire dijonnais dans le projet Prodige, d'alimenter véritablement toutes les politiques publiques avec des outils et des connaissances sur les sols du territoire. Donc je vais revenir. Alors, petite précision, je ne suis pas agronome, je suis écologue, je suis désolé. Non, mais j'aime bien faire la distinction. Je travaille dans un institut où il y a beaucoup d'agronomes et on travaille très bien ensemble, mais je représente plus de l'écologie, ce qui fait que agronomiquement, je ne suis pas très calé aussi sur toutes les techniques, même si j'en connais de plus en plus sur les pratiques. En termes de fongicide, oui, un fongicide c'est un antifongique, et donc quand on le met sur la plante, au départ, notamment en vigne, on en utilise beaucoup. 80% des pesticides sont des fongicides en vigne. Et ça tombe au sol, et donc c'est ce qui explique qu'on ait une forte dépression dans les sols viticoles en termes de quantité de micro-organismes, et notamment de champignons, et aussi de réseaux d'interaction, de diversité, les champignons, avec une double peine qui est le travail du sol, puisqu'on met moins d'herbicides dans les vignes, on met presque plus d'herbicides chimiques, par contre on désherbe mécaniquement, donc tout ceci fait qu'on affecte la biologie des sols. L'agriculture de conservation. Tout le monde se revendique de l'agroécologie, l'agriculture de conservation, l'agriculture biologique. On a fait une étude internationale, une méta-analyse scientifique internationale sur l'impact de ces différents modes de production, bien sûr en regard du conventionnel, sur toute la biologie du sol, pas que la microbiologie. Alors déjà, la première conclusion, c'est qu'on manque d'études. On en aimerait en voir plus, il y en a plus d'une centaine, on commence à avoir des tendances. Ce que l'on voit, c'est que l'agriculture de conservation est meilleure que l'agriculture conventionnelle en termes de biologie du sol. Le bio aussi, et au même niveau, mais pour des raisons différentes. L'agriculture de conservation, elle limite le travail du sol, il n'y a même plus de travail du sol, il y a une forte couverture des sols, donc tout ça, c'est très bien pour la biologie en général. Par contre, on continue d'utiliser des engrais de synthèse et des pesticides, dus à des impasses techniques d'ailleurs, pas par volonté absolue. Et le bio, de l'autre côté, le bio n'a plus de pesticides de synthèse, moins de biocides, plus de matière organique, mais pas toujours une bonne couverture, et souvent même on voit une augmentation du travail du sol pour les conversions en bio, parce que il faut gérer les adventices, il faut gérer l'interrang en herbe et en vigne qui entraîne souvent une baisse de rendement par des notions de compétition.
Donc les deux sont agroécologiques, mais tout le monde est au milieu du gué. En fait, les deux sont au milieu du gué. Alors c'est vrai que naïvement, moi qui justement écologue et pas agronome, j'ai envie de me dire, faisons du bio en conservation ou de la conservation en bio. On me dit que c'est impossible, mais j'ai été contacté il y a 3 semaines par un groupe d'agriculteurs en Mayenne qui fait ça depuis 15 ans et qui nous demande de venir travailler avec eux pour voir la qualité de leur sol. Donc on va y aller, on va essayer de faire un groupe et on va essayer d'appliquer nos outils de recherche et de faire une production de connaissances là-dessus, parce que c'est vrai que pour nous, agroécologues, c'est un peu le système à développer à ce niveau-là. Et enfin, la dilution de la matière organique par rapport au type d'engin de travail du sol, n'étant pas agronome. Alors souvent, le paradoxe, c'est que souvent les agriculteurs sont dans une réduction de travail du sol et disent « Ah mais je gratte juste en surface, etc. » Oui, mais c'est en surface où il y a l'essentiel de la biodiversité, et notamment bactéries et champignons, c'est dans les 10, 15, 20 premiers centimètres. Donc bien sûr que le labour profond est de moins en moins utilisé, etc. Et qu'on fait des systèmes de griffage, etc. Mais ça continue quand même d'agresser au moins en surface. Et c'est là aussi où il y a le carbone. Et donc ça joue aussi sur le cycle du carbone. Voilà. Tu poursuis, Philippe? Oui, voilà. Bien, merci. Je vais répondre à la toute première question, donc s'agissant des indicateurs et autres tels qu'on peut actuellement le développer dans le cadre du projet Prodige à Dijon avec Lionel Ranger et moi participons. Je voudrais simplement d'abord rappeler qu'il y a eu un groupe de travail qui s'appelait GESOL, il y a une dizaine d'années, qui était initié par l'ADEME et le ministère de l'écologie, et qui avait notamment au titre de ces projets, un projet qui s'appelait Uqualisol, et qui était justement destiné à rechercher, donc il y a un rapport qui existe sur cette question, et qui essaie de rechercher en expérimentant en grandeur réelle la possibilité de mettre en place des indicateurs de qualité des sols, lesquels indicateurs allaient conditionner l'usage du sol qui pouvait être fait, avec des indicateurs qui montraient qu'il y avait une utilisation à des fins d'artificialisation qui était cette fois-ci qui était de zéro, puisqu'on ne pouvait pas les artificialiser, et d'autres qui auraient été un peu plus communs et qui permettaient cet usage, mais visiblement, comme beaucoup de rapports, il est un peu passé il est resté dans les tiroirs. S'agissant du projet Prodige qu'on a sur Dijon avec notamment le Grand Dijon et la Caisse des dépôts, en fait, vous avez deux orientations de travail. Tout d'abord, de nouveau, les indices, la question des indices de qualité qui permettraient, et donc c'est d'établir une espèce de cahier des charges, ou en tout cas d'abord une première réflexion, puis ensuite un cahier des charges pour les collectivités locales, pour justement les éclairer sur quel usage pour quel sol, et non pas... puisque le droit est quand même assez magique, on fait ce qu'on veut avec le droit. On dit si ce sol est constructible, il devient constructible, quelle que soit sa qualité, sauf les questions de qualité mécanique. Mais ces questions de qualité de fond ne sont que très rarement prises en compte. Et l'idée de Prodige, c'est justement d'introduire ce critère de qualité dans l'usage des sols. Et puis l'autre, sur l'élément de qualité, c'est qu'on joue aussi sur la labellisation, et d'essayer de voir, mais cette fois-ci la labellisation alimentaire, puisque c'est le sous-intitulé de Prodige sur l'alimentation 2030, c'est la question de l'introduction de la qualité des sols dans les labels, puisque si vous regardez tous les cahiers des charges des AOC, IGP, etc., vous n'avez pas la qualité du sol en tant que telle, et l'idée serait double ici, c'est d'introduire la labellisation sur la qualité de l'aliment en tant que tel, et ensuite la qualité de la façon dont on a cultivé l'aliment sans remettre en cause la qualité du sol. Ce qui fait que cette labellisation serait double et permettrait donc d'attester qu'il y a une réelle prise en compte. Or, comme vous le savez, les questions de qualité des sols sont essentielles en matière d'urbanisme, puisque dès lors qu'ils font l'objet d'un label de protection, on doit passer par l'INAO pour avoir un avis avant l'artificialisation. C'est à toi maintenant. Je veux bien répondre sur comment on fait pour soutenir les territoires par rapport à leur densification. Alors je vais parler avec le prisme des compétences départementales, puisque c'est de cette manière qu'on peut agir. Par exemple, dans nos financements au territoire, c'est vrai que le dispositif Cœur de Bourg est central, et si on a des projets qui nous sont soumis et qui ne sont pas dans l'enveloppe qui a été définie dans le plan guide, ils ne vont pas être éligibles au financement. Donc c'est déjà une manière d'orienter. Aussi travailler étroitement avec les collectivités dans notre cadre de politique de soutien au territoire pour les orienter vers les bons outils, pour les conseiller. Quand une collectivité parle d'un projet d'extension urbaine pour du logement et qu'elle n'a pas fait d'études,
d'études pour pouvoir se projeter dans l'avenir, avoir de la prospective sur ses capacités par rapport à la dynamique démographique, à ses possibilités d'intervention foncière, etc., bien forcément, elle n'est pas armée, elle va subir plutôt qu'agir. Renforcer aussi les moyens de l'établissement public foncier, ça c'est essentiel et je crois que voilà, il y a des marges de progrès à faire sur ça. Une démarche de dialogue avec, je parlais des événements, etc., pour faire comprendre et aussi quand on discute des financements, que s'il y a des extensions de Super U ou des nouveaux commerces éloignés qui vont favoriser l'extension urbaine, on ne va pas pouvoir mobiliser les financements départementaux parce qu'on ne peut pas donner de l'argent public et qu'il n'y ait pas de cohérence dans la politique qui va vider les commerces du centre-bourg, etc. Donc tout ça, c'est aussi de l'animation, c'est des outils à promouvoir aussi le dialogue dans les intercommunalités, essayer d'avoir une politique où on prône la mutualisation de certains équipements, voilà, qui vont pouvoir permettre de conforter cette nécessaire densification et centralisation. Dans les collèges du département, on construit aujourd'hui des collèges où on pense les collèges existants dans la capacité à avoir des usages multiples, les associations le week-end, etc. Donc c'est tout un tas de petites choses. Je pense que c'est un état d'esprit. Enfin, on a dit plusieurs fois pourquoi on le fait. En fait, si on a bien compris pourquoi on le fait, en fait, les idées, elles viennent aussi un petit peu plus spontanément. Alors, c'est pas magique, mais et puis on a de la chance, je crois. Les agences d'urbanisme, etc. On a quand même plein d'outils, plein d'acteurs qui peuvent accompagner. Même si je l'évoquais sur les enjeux de fiscalité, la question des financements, elle est essentielle. Sur les ORE, on commence tout juste à mettre en place, à tester. En Pays de la Loire, c'est le Conservatoire des espaces naturels qui porte surtout cette politique-là et cette expertise. On essaye d'y réfléchir, notamment pour les délaissés fonciers, quand on a des tracés routiers, etc., que quand on revend du foncier départemental, ce soit accompagné d'ORE pour garantir que certains espaces qui ont été propriétés du département, il y ait une sécurisation en fait, de la qualité du sol et des enjeux biodiversité notamment. Mais c'est le tout début. Je peux poursuivre donc sur les ORE éventuellement, parce que vous me tendez la perche. Oui, effectivement, sur le plan juridique, rien ne s'oppose absolument à la mise en place d'ORE pour la protection effective du sol, puisque le texte est assez générique dans sa rédaction, puisqu'il vise le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de biodiversité ou de fonctions écologiques, sans se préoccuper de la nature du milieu qui est visé. Or, comme vous le savez, naturellement, on peut protéger le sol également que si on protège la surface, parce que c'est l'élément essentiel au regard des travaux, et on le voit bien notamment, puisque le texte donne la seule limite d'ailleurs dans sa mise en œuvre, et la seule opposition qu'on pourrait avoir d'ailleurs, c'est que si le terrain fait l'objet d'un bail rural, il ne peut être mis en ORE que si vous avez l'accord du preneur à bail. Donc ça limite, mais ça montre bien qu'on est bien dans un problème de bouleversement de la surface qui pourrait porter atteinte au sol et à sa biodiversité en tant que telle. Pour revenir sur la question qui a été posée sur la biodiversité des sols, et notamment ce qu'on appelle dans notre jargon la trame brune, parce que vous avez la trame verte et bleue, on a inventé la trame noire dans la loi biodiversité, puis on s'oriente désormais, même si ça reste un peu une chimère, sans doute, mais Lionel Rangard nous en parlera un peu plus, la trame brune, c'est-à-dire le fait qu'on ait des corridors de déplacement écologique en sous-sol, donc qui nécessite d'avoir une certaine qualité du sol pour permettant la circulation des éléments qui s'y trouvent. Je me demande si on ne pourrait pas aller dans le même sens que les directives K 2060 sur l'eau, avec ces 3 critères, et qu'on n'a jamais véritablement appliqués au sol, c'est-à-dire des critères de bon état biologique, de bon état chimique et de bon état physique. On a un certain nombre d'éléments dans la directive CAB. Dans mon labo, on a conduit une étude il y a quelques temps sur justement est-ce qu'il serait possible de transposer les données de la directive CAB sur l'eau au sol, puisqu'on a déjà une expérimentation et une application en tant que telle. Et en fait, on s'est rendu compte que rien ne s'y opposait, effectivement, alors nonobstant les nécessaires adaptations, parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même milieu, mais on a quand même déjà un certain nombre de référents, de critères qui pourraient être valorisés dans ce cadre-là.
Je veux bien rebondir là-dessus parce que j'avais aussi mis cette idée dans mon intervention, mais aussi à la fois parce qu'il y a une vraie logique, je pense qu'il y a un parallèle, et puis en plus il y a une logique dans les critères, et il y a une logique parce qu'on ne peut pas dissocier l'eau et le sol. Il y a aussi un intérêt par rapport aux enjeux climatiques, parce que un sol sec, les enjeux d'inondation, etc. En fait, si on veut renforcer l'adaptation, je pense qu'une approche type DCE-eau qui est couplée avec une approche type DCE-sol, ça renforce aussi des stratégies d'adaptation futures. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à creuser. Et je voulais compléter mon intervention précédente avec un outil qui est utilisé aussi dans le département et dans quelques départements. C'est l'outil payant. Alors certains l'appellent différemment. C'est les périmètres de protection des espaces naturels et agricoles. Donc à la base, donc on a 3 payants en Loire-Atlantique sur à peu près 26 000 hectares. Donc c'est un outil qui permet de sanctuariser un périmètre d'espaces naturels et agricoles qui ne pourront plus être artificialisés. Il faut l'accord des communes, de l'interco et du département. Et une fois que ce périmètre est établi avec un programme d'action associé, il est protégé contre, de l'artificialisation. Mais ce qui est intéressant à ce titre-là, donc évidemment c'est un outil qui facilite notamment la mise en œuvre de la Loasan, mais c'est que le programme d'action et les moyens qui y sont associés permettent de travailler sur de l'animation notamment agricole. Donc la Chambre d'agriculture est partie prenante de ces PAN et dans la gouvernance. Il y a un comité de pilotage avec d'autres parties prenantes, mais je ne vais pas détailler, avec notamment du coup des conversations sur des enjeux comme l'installation, transmission des exploitations, quand on sait qu'il y a la moitié des exploitants qui vont partir dans les prochaines années, donc c'est essentiel, mais aussi sur les enjeux de trame verte et bleue, d'articulation avec les contrats territoriaux, etc. Et donc on a un peu d'une pierre 3 coups, ou d'une pierre 4 coups, enfin je ne sais pas combien on peut dire, mais entre à la fois une logique de protection de l'artificialisation des sols, mais la capacité à travailler le projet agricole dans la préservation de ces sols sur les pratiques, les modes d'exploitation qui sont présentes sur ce péant. Donc voilà, juste pour dire qu'au niveau départemental, cet outil est aussi intéressant et qu'on vient de finir le bilan, puisque les premiers péants dans le département, donc on en a 3, on en a 2 nouveaux qui nous sont demandés par les différentes communes. Le bilan est positif dans tous les péants, c'est-à-dire que tous les élus des communes concernées souhaitent le muscler, le renforcer et le voient comme une boîte à outils pour aller plus loin. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu cet outil parce qu'il permet pas mal de choses. Monsieur Decker, vous le souhaitez intervenir ou pas? Votre micro. Le micro est ouvert. C'est bon, on vous entend. Bon, oui, sol, eau, air, évidemment. Vous vous rapprochez de votre micro. C'est très bien que vous essayez de joindre un petit peu le sol à ces 2 éléments qui sont des éléments vitaux, en fait. Éric Gold disait tout à l'heure que peut-être qu'au niveau des documents, c'était difficilement accessible pour certaines communes. L'exemple de Dijon est formidable, mais vous savez, quand on est dans le monde rural, on n'a pas beaucoup de documents qui nous permettent de juger de la qualité du sol, par exemple. Alors c'est vrai que moi, je vous parlais tout simplement de l'effet mémoire et de l'effet des gens qui vivent sur le terrain et qui ont une certaine connaissance. Évidemment, ça n'a rien de scientifique, mais ça pourrait être beaucoup plus amélioré et ça, je pense que ça viendra parce que le sol étant primordial, il faut qu'on en arrive à avoir des données beaucoup plus intéressantes, effectivement, qui nous permettent de beaucoup plus juger des choses. Alors après, moi je pense qu'il est hors de question de dire qu'on ne peut pas améliorer le ZAN parce que le ZAN n'existe pas. C'est pas du tout un argument. Le ZAN existe dans le texte et il faut que vous vous rapprochiez un peu plus du monde rural, du vrai monde rural. Vous savez, moi j'ai une communauté de communes, 27 communes, 18 communes sur les 27 qui sont en RNU et le reste qui ont un document d'urbanisme. Dans la plus petite commune, à 40 habitants. Est-ce que vous trouvez très raisonnable qu'on oblige toutes ces communes à faire un document d'urbanisme
pour intégrer le ZAN et notamment les 1 hectare qui sont attribués, soi-disant, à cet effet. Alors, je pense que c'est là où il faut faire très attention, c'est qu'il y a quand même une grosse différence, je pense, entre le monde rural et le monde urbain, et que le ZAN n'est pas, je ne veux pas opposer le monde urbain et rural, loin de là. Moi, je suis vice-président d'un EPF auvergnat clermontois, et le monde urbain, je le connais parfaitement bien, mais je suis maire d'un village rural, très rural, et je pense que là, on a oublié quelque part, on a un petit peu oublié quelque part que le monde rural avait des besoins différents, voilà, en fait. Et ça, je voulais quand même le spécifier, et je pense qu'on n'est pas parti dans ce sens. Alors, l'outil de l'EPF, que Madame citait tout à l'heure, est un outil absolument formidable, effectivement, qui peut apporter beaucoup de choses, et je pense que la nature du sol doit maintenant pouvoir être intégrée à ces outils tels que EPF, qui en plus font l'objet d'une ouverture importante en termes de réflexion aujourd'hui. Alors voilà ce que je voulais dire. Il faut qu'il y ait une certaine, dans ces discours qui sont absolument fabuleux, il faut qu'on ait quand même une certaine considération humaniste par rapport au monde rural. Et je pense que je lance un appel à vous tous pour écouter cette phrase, en fait. Voilà. Merci. Je vais poursuivre. Je vais donner la parole à Hervé Gillet. Merci, Monsieur le Président. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les différentes interventions et en continuité, bien sûr, de l'intervention de Nicole concernant sa PPL, vous indiquez que nous avons eu une mission d'information sur la gestion durable de l'eau. Un rapport a été rendu mi-juillet. Et dans cette mission d'information, bien sûr, elle souligne toute l'importance, notamment d'entretien des zones humides dans la gestion de l'eau aujourd'hui, et d'inscrire ces objectifs en termes stratégiques d'une manière beaucoup plus forte aujourd'hui dans les documents d'urbanisme. Et il y a forcément, et vous l'avez souligné, une liaison entre la gestion de l'eau et puis donc la biodiversité au niveau des sols. Donc, ce que nous souhaiterions faire, c'est justement faire en sorte qu'au niveau des SCOT et des PLUI, on aille vers une gestion aussi stratégique de l'eau qui permettrait de mieux entretenir aussi les sols et notamment de mieux entretenir ou de maintenir les zones humides, donc dans une approche beaucoup plus stratégique dans ce cas de figure. Ça voudrait dire, puisque vous parlez de trame brune, à un moment donné, dans les SCOT, effectivement, trame verte, trame bleue, chez moi je suis en Gironde, on a même parlé de trame pourpre pour la viticulture, mais effectivement, inscrire ou renforcer aujourd'hui dans les SCOT cette vision aussi stratégique des sols, et notamment, entre autres, au travers de la gestion de l'eau. Donc j'aimerais avoir peut-être vos réactions par rapport à ces propositions-là, qui sont des propositions qui peuvent trouver, on va dire, une inscription réglementaire relativement facilement. Ce n'est pas hyper complexe d'essayer d'aller un peu plus loin aujourd'hui au niveau des PLUI et des SCOT, notamment sur ces approches stratégiques. Et donc en termes de bénéfices assez rapides, on peut avoir des évolutions assez notables sur ces orientations-là. Et elles sont assez majeures pour le coup, parce qu'elles permettent au travers des politiques des collectivités territoriales d'avoir une déclinaison vraiment territoriale de ces politiques et de créer des articulations dans les territoires avec l'ensemble des parties prenantes. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, la notion plus de capital qui est liée au niveau des sols. Et quand on parle de droit et de propriété, il y a la notion aussi de capital derrière. Et derrière la notion de capital aujourd'hui se pose aussi la question de comment valoriser le capital carbone. Et c'est aussi un sujet qui est particulièrement important et qui parfois nous échappe d'ailleurs, parce que les compensations carbone sont parfois trop dépendantes du privé et pas suffisamment régulées au niveau du public. Et donc, il y a aussi un vrai sujet autour du capital que peuvent apporter les sols aujourd'hui, et peut-être aussi de stratégies privées-publiques que nous pourrions développer dans les compensations carbone et dans les aménités qu'on pourrait développer pour préserver et améliorer aussi les sols et renforcer ce capital commun que nous pourrions donc essayer de mieux gérer d'une manière partagée. Qu'en pensez-vous ? Je vais peut-être donner la parole pour finir à tous mes collègues. Monsieur Saïd Omar Wali.
Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai juste une petite question. Vous connaissez tous la problématique de Mayotte. On n'a pas d'eau depuis pas mal de temps. Et que il ne pleut pas. Et donc, l'eau, c'est dans les retenues collinaires. Et de plus en plus, l'eau n'est plus consommable. On a trouvé du plomb, etc., etc. Donc, c'est la course aujourd'hui au forage. Alors, quelles sont les conséquences demain, à moyen terme, à long terme, sur notre biodiversité? Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire pour que je puisse au moins alerter les autorités locales? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Christina Pluchet. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je voulais réagir un petit peu sur un domaine que je connais bien, qui est le domaine agricole, parce que j'ai encore une fois un peu le sentiment d'entendre un discours assez à charge sur la conservation des sols contre le monde agricole, mais moi, je ne connais pas une seule entreprise qui ne prenne pas soin de son outil de travail. Les agriculteurs, leur outil de travail, c'est le sol. Et c'est les premiers, effectivement, à en prendre soin chaque année, parce que c'est juste une évidence, à faire des prélèvements, effectivement, pour avoir des résultats techniques on va dire de la qualité de leur sol. Et je pense qu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, ils font beaucoup d'efforts, si vous voulez, pour préserver cet outil de travail. Et je voulais rappeler aussi que l'agriculture française est l'agriculture la plus contrôlée, la plus normée, et je dirais même que la conditionnalité aux aides PAC, elle revient effectivement à un procédé extrêmement vertueux de l'agriculture. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, et ça, c'est important de le rappeler aujourd'hui. Et je voulais dire aussi que les agriculteurs sont garants aussi de notre souveraineté alimentaire. Ça, c'est très important. Il est important on a l'agriculture, je dis, la plus propre, je pense, au monde. Il est important de le rappeler et il est important de les soutenir. Voilà. Et j'avais une petite question aussi sur l'agriculture de conservation, comme vous la voyez aujourd'hui. On sait effectivement qu'elle est hyper dépendante en glyphosate. Et je voulais avoir votre point de vue justement sur ce type d'agriculture. Merci. Merci. Je donne la parole à Fabien Genet. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc voilà. Peut-être très bref. Simplement par rapport à ce qui a été dit, puisque la Bourgogne a été mise en cause en disant qu'elle était en retard sur l'enherbement. Peut-être faudrait-il nuancer un peu le propos, Monsieur le Directeur, en disant que peut-être certains territoires de Bourgogne sont en retard. Lorsque vous venez du Charolais-Brionnais comme moi, naturellement, vous avez une analyse un peu différente. Et j'espère que vous nous aiderez à classer d'ailleurs les paysages du Charolais-Brionnais à l'UNESCO, puisque dans cette action de l'élevage bovin sur les paysages, ce qui est la candidature à l'UNESCO, bien sûr, les sols ont toute leur importance. Deux autres remarques peut-être sur effectivement la planification et le travail que nous menons actuellement sur beaucoup de territoires avec nos PLU et nos plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Je suis tout à fait d'accord avec Éric sur le fait que lorsque nous devons siéger dans ces commissions de travail, voter ces documents, les connaissances en la matière sont certainement assez limitées pour ceux qui sont autour de la table et qui doivent en délibérer. Et je pense qu'il y a un effort de pédagogie à faire. Et donc cette table ronde, Monsieur le Président, y participe tout à fait. Une proposition peut-être révolutionnaire. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait changer le vocable et passer du PLU, PLUI, par exemple, au POS, au plan d'occupation des sols, ce qui permettrait de mettre en avant la dimension dont nous parlons ce matin. Et puis, pour conclure sur le ZAN,
Monsieur le professeur, si je puis me permettre d'avoir un avis un peu différent du vôtre, nous avons le sentiment que le ZAN est déjà appliqué. Il est déjà appliqué dans le décompte de la période en cours. Il est déjà appliqué par l'État et l'administration qui, dans la préparation des documents d'urbanisme, a tout à fait intégré cette dimension. Et sur votre interrogation, il est toujours bon que nous ayons un dialogue entre ceux qui votent la loi, qui essayent de le faire du mieux possible, et ceux qui vont ensuite aller l'expliquer à leurs étudiants. S'il y a eu une modification cet été et un nouveau texte sur le ZAN, c'est parce que jusqu'à présent, la loi n'est encore pas faite par ChatGPT, mais par des représentants élus, certes des territoires, mais également des êtres humains qui vivent dessus. Et donc, lorsque nous sentons qu'il y a des difficultés d'acceptabilité, mais également des enjeux qui n'ont pas été pris en compte, je crois que c'est tout l'honneur du législateur que de pouvoir corriger la copie et d'améliorer les choses. Et monsieur le professeur, je peux vous dire que de ce que nous vivons actuellement, il y aura certainement peut-être d'autres modifications législatives qui viendront dans les semaines ou mois qui viennent. Au-delà de cette précision, ça a été dit par le représentant de l'Association des maires ruraux de France, il y a cette dimension du bon sens et je crois qu'il ne faut pas opposer ceux qui auraient les connaissances et ceux qui auraient le bon sens. Nous sommes tous effectivement à vouloir travailler ensemble à cette préservation de la biodiversité. Certains y ont été plus sensibles plus rapidement que d'autres. Un certain nombre de sénateurs ont été placés par leur groupe, et j'en fais partie, dans cette commission pour que nous puissions assurer notre transition vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Mais quand même, le bon sens, ce qu'on entend sur le territoire, et je pense que ce serait bien qu'on vous fasse réagir là-dessus, ce qui ne va pas de soi, c'est de considérer que concentrer la population à un endroit, densifier, ça permettrait d'améliorer l'environnement. Et je crois que dans beaucoup de réactions épidermiques que nous avons, en particulier en ruralité, venir dire à des gens qui habitent, et vous connaissez la Bourgogne, vous traversez la Nièvre comme moi, voire même certains territoires de Saône-et-Loire dans l'Ouest, lorsque vous traversez ces territoires ruraux, allez expliquer aux maires rurales, aux maires de la commune rurale, aux habitants, que si effectivement on met une maison en plus ici, on va détruire la nature, détruire l'environnement, altérer la biodiversité, et qu'en concentrant, en mettant encore plus d'habitants autour de Dijon, lorsqu'on prend la rocade, on voit ces habitations supplémentaires. Là, ça va être le moyen de préserver l'environnement et d'améliorer la biodiversité. Effectivement, beaucoup d'entre nous, sur ces territoires, se posent des questions. Donc, on est très heureux d'entendre votre réponse sur le sujet. Merci, chers collègues. Le bon sens veut que, effectivement, j'ai bien noté le retour au poste. C'est très intéressant. Louis-Jean de Nicolaï. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai juste une simple question. Nous sommes dans les communes en train de travailler sur les zones d'accélération de la transition énergétique. Et je vois que sur mon territoire, c'était souhaité présenté par les élus. Il y a la concertation avec le public. Il y a une assez forte demande de panneaux d'agrivoltaïsme. Et donc, je voulais savoir si vous pouviez confirmer que c'est favorable justement à la biodiversité, que ça ne gêne pas la biodiversité, ou que c'est plutôt inquiétant pour la biodiversité. Si, et enfin, Jean-Claude Anglard. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, mon intervention se situe dans la continuité de ce que vient de dire Fabien, parce qu'elle était pour ne pas laisser repartir le professeur Billiet, n'est-ce pas, avec l'idée ici qu'on n'avait pas travaillé sur la sobriété foncière. Et que donc, sous le ZAN, je voudrais simplement indiquer que donc, quand le texte de loi est sorti, la ministre en charge du sujet, Madame Vargon, est venue sur l'Aubrac, n'est-ce pas, en Aveyron, et on a tester l'application du ZAN dans les 10-15 ans à venir. Et donc elle a dit c'est pas possible, c'est pas notre administration qui avons proposé ce genre d'éléments. On a dit si. Pourquoi? Parce que effectivement n'avaient pas été pris en compte les zones peu denses ou très peu denses, les zones de montagne, les zones qui n'avaient pas consommé donc d'espace et qui avaient pratiqué depuis longtemps la sobriété foncière. Donc voilà. Donc je le dis parce que c'est important. Et je pense qu'au moment où on est en train de réfléchir comment on passe de 244 000 hectares au niveau national à 120 000 hectares,
faire, qu'il faut se partager? Comment ça se passe? Je pense qu'il est utile aujourd'hui que le Sénat se replonge sur la question de l'application concrète du ZAN. Je voulais vous l'indiquer parce que ça me semble fondamental. Et moi, je me félicite d'une chose, vous voyez, dans cette loi, c'est que l'État nous ait écoutés sur la mise en place du fonds vert. Voilà, qui était un agglomérat de fonds qui a été mis en place donc, il y a peu de temps, en 2023, à la main des préfets de département, pour que les collectivités puissent agir sur le sujet. C'est la meilleure chose qui a pu être faite pour développer l'idée de sobriété foncière sur tout le territoire, premièrement. Et alors moi j'invite mes collègues, dans la réflexion qu'on peut avoir sur le développement de l'habitat, la ville sur la ville, etc., à revoir toute la politique de soutien à l'habitat, au privé, n'est-ce pas, pour arriver à cet objectif-là. Je pense qu'il y a des sujets à traiter importants, parce que je pense que le Fonds vert a bien démarré avec les collectivités qui se sont emparées du sujet, sur la réhabilitation des centres-bourgs, sur la renaturation, etc., etc., et au plus près du terrain. Voilà, je l'indique parce que c'est très important que les choses se passent comme ça. Le ZAN, la sobriété, a été inventé par des gens qui vivent en ville, pardon de le dire, avec des problèmes, même d'ailleurs ce que vous évoquez aujourd'hui, sur les sols, etc. Quand on habite sur l'Aubrac ou dans des milieux ruraux, bon, les agriculteurs font ce qu'ils peuvent, ils ne font pas bien. D'ailleurs, monsieur le professeur, je vous indique qu'il y a des appellations d'origine qui intègrent la nature du sol. Et je vous invite, puisque nous sommes à Noël, à manger du roquefort. L'appellation roquefort intègre le fait des analyses de sol qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier de l'appellation. Je l'indique en passant. Voilà, c'est ce que je voulais faire comme remarque. Merci. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vais donner... vas-y. Alors, à nos intervenants. Merci. Merci, Président. Je vais être extrêmement rapide, mais à la suite de ce qu'évoquaient les collègues là sur l'application du ZAN, l'objectif de sobriété foncière, nous le partageons tous. Nous le mettons déjà en place. Ceci depuis de nombreuses années. La taille des parcelles diminue peu à peu pour diverses raisons, pas seulement écologiques, il ne faut pas se voiler la face, avant toute chose pour des raisons économiques, mais il est plutôt vertueux que nous l'ayons intégré dans la loi. La difficulté, ce n'est pas tant l'horizon, mais le chemin à emprunter, car aujourd'hui nous ne le connaissons pas, et il est particulièrement délicat que de pouvoir réfléchir collectivement à la mise en œuvre du zéro artificialisation net. Et si le ZAN présente un intérêt premier écologiquement parlant, c'est bien sur la préservation des sols et de leur qualité, que vous nous avez exposé dans vos propos liminaires tout à l'heure, monsieur Rangeard. Et nous le voyons au travers des différentes interventions, parfois les incompréhensions qui peuvent exister entre nous, élus, mais aussi le monde de la recherche. Et lorsque nous avons élaboré des documents d'urbanisme, qu'il s'agisse des SCOT ou des PLUI, c'est un binôme qui se met en place entre la collectivité, les bureaux d'études, et rares sont les bureaux d'études qui intègrent des éléments issus de vos travaux de recherche. Et dans la perspective de la mise en œuvre du ZAN, comment pouvons-nous, sur le moyen long terme, faire en sorte que le dialogue entre le monde de la recherche, celui que vous représentez ce matin, et les élus, puissent tisser des liens plus étroits pour justement aussi nous guider au mieux dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme, et notamment en matière de préservation des qualités des sols. Je vous remercie. Merci, je remercie encore nos invités. Vous avez la parole, messieurs, dames. Pour votre dernière question, je laisserai Philippe répondre et notamment représenter le projet Prodige, parce que c'est vraiment un projet pilote pour ce transfert-là. Je vais reprendre sur les dernières questions, puis je vais essayer de remonter sans en oublier sur les panneaux photovoltaïques. Oui, on en implante et on se pose la question sur la qualité du sol et même sur ce qu'on peut faire en termes d'usage agricole entre ces panneaux ou sous ces panneaux, en termes d'ombrage. On voit de l'éco-pâturage, on voit encore aussi de la production alimentaire. Honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas encore de recul. Les panneaux sont en cours d'implantation pour la plupart et donc les expérimentations et les suivis d'expérimentation sont en train de se faire. Voilà, pour voir si sous les panneaux ça se passe un peu mieux ou un peu moins bien ou différemment de sans panneaux. Bon, de toute façon on va changer les conditions climatiques, donc de facto ça va influencer le sol, le couvert végétal et obligatoirement la biologie. Après, est-ce que ça sera alarmant ou non, on y répondra d'ici quelques années. C'est peut-être un peu le problème de l'implantation sans étude d'impact a priori. Après, bon, voilà, c'est une vision de chercheur. La Bourgogne viticole, je parlais de la Bourgogne viticole pour l'enherbement, pas de la Bourgogne, voilà, c'était dans le cas du projet Écovitisol. La Bourgogne viticole est un territoire qui enherbe peu pour des raisons de cahier des charges et d'appellation. Une densité de cépage qui fait que 10 000 cep hectares, c'est compliqué
avec des petits interrangs, de mettre une bande enherbée qui va rentrer tout de suite en compétition avec une vigne qui n'a pas eu de compétiteur depuis des années, des dizaines d'années. Le système peut se rééquilibrer et je vois les viticulteurs, suite à nos projets et d'autres dynamiques aussi, se mettre à enherber malgré des difficultés techniques, malgré des baisses de rendement. Mais il y a une vraie sensibilisation, une sensibilité même des agriculteurs et des viticulteurs à ce niveau-là. Ce qui me permet de rebondir aussi sur les questions d'avant sur le monde agricole. Oui, les agriculteurs sont sensibilisés, mais ils ont peu de possibilités de faire des analyses de sol. En tout cas, physico-chimiquement, ils peuvent en faire depuis des dizaines d'années et seulement 10 à 15% des agriculteurs le font par an, ce qui est un premier niveau d'analyse et de jugement de la qualité des sols. Nous, notre objectif, c'est d'amener des outils de biologie des sols, de biodiversité, qui leur permettent de compléter ces analyses pour ceux qui le font et de les sensibiliser et de les former. Je pense que derrière, il y a plus un problème de formation. La sensibilité est là, mais la formation n'est pas là. Et si on parle des agriculteurs, on peut parler aussi du développement agricole, qui a du mal à prendre le relais au niveau de ces nouvelles connaissances et de ces nouveaux outils, donc tout ce qui est chambre, interprofession, coopérative, institut technique, tous ces organes, moi je fais partie de certains organes dans des conseils scientifiques, notamment à l'IFV, il faut que tous ces organes s'imprègnent de ces nouvelles connaissances, comme veulent faire les politiques publiques, des échelles territoriales, et de ces nouveaux outils. Et en plus, aujourd'hui, on est vraiment dans une guerre de thermomètres, dans une guerre d'outils, avec des choses rationnelles et moins rationnelles. Ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui, mais il y aurait beaucoup à dire. Et je pense qu'il y a besoin d'une clarté sur les outils à venir, peut-être d'une labellisation étatique ou institutionnelle des outils de mesure de la qualité des sols. Je pense que c'est très important aujourd'hui parce qu'il y a des choses assez peu rationnelles qui se développent. Oui, alors ça me fait venir sur un autre sujet. On a parlé des labels tout à l'heure, des labels alimentaires avec les Planet Score, les éco-scores, où il y aura des notions de climat, des notions de biodiversité. On parle aussi des cahiers des charges de l'agriculture, le bio, l'agriculture de conservation. Bon, j'ai déjà dit un peu les résultats scientifiques. Ces cahiers des charges, ils sont intéressants, mais ils sont sur des obligations de moyens. Et c'est pas toujours vérifié que appliquer cet itinéraire technique amène au bon résultat ou à la bonne qualité de sol. Je parle pour le bio, je parle pour l'agriculture de conservation. Quand on diagnostique dans nos projets ces modes de production, on a des surprises. Ils sont sûrement plus vertueux, mais ça ne s'exprime pas au niveau du terrain pour des raisons diverses et variées. Et donc, ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'évoluer vers des objectifs de moyens. Je ne parle pas des objectifs de résultats. Je ne parle pas d'obligation de résultats parce que ça serait coercitif, mais au moins des objectifs de résultats. Je sais que HVE3 y réfléchit à préconiser certaines mesures, notamment de microbiologie, qui sont disponibles pour juger de l'évolution d'un itinéraire technique et du sol soumis à un itinéraire technique ou d'une réhabilitation de sol. Voilà. Là aussi, il y a une guerre entre la mesure et la simulation, notamment dans les labels qui vont arriver. On parle beaucoup de big data. Aujourd'hui, on a les outils, on a un certain nombre de données, mais on n'est pas capable de simuler la biodiversité. Donc, je me méfie assez fortement aussi des outils de simulation qui sont peut-être assez attractifs par des notions de coût, de facilité d'usage, mais qui aujourd'hui pour moi ne sont pas stabilisés. Sur le problème de Mayotte, manque d'eau, surpopulation, exploitation des ressources, c'est clair que les sols vont en pâtir aussi et vont souffrir. Sur les systèmes tropicaux, alors il y a un RMQS tropical, outre-mer, où on commence à avoir des référentiels de la qualité des sols, physique, chimique et microbiologique. Et donc il sera intéressant de voir l'évolution aussi de la qualité de ces sols en fonction des urgences sociales à ce niveau-là. Mais c'est clair que vous avez une équation avec beaucoup de problématiques pour la qualité des sols et plus largement la qualité de l'environnement. Et enfin, l'échelle territoriale, je te laisse la parole, Philippe, pour tout ce qui est... Bien, merci pour vos questions aussi variées qu'il y a de variété de sols. D'abord, la question dans l'ordre, la question des zones humides, effectivement. Alors, comme vous le savez, ça reste une large préoccupation française, puisqu'on est en train de discuter. Pour information, moi je préside la commission espace protégé au CNPN et on est en train de travailler avec le ministère de l'Environnement sur l'identification des zones humides qui seraient éligibles au statut de parc national sur le territoire français. Et on est en train de conduire l'expertise de 11 zones humides pour l'éligibilité à la Convention de Ramsar, donc sur la protection des zones humides. Et on en est d'autant plus préoccupé. Et je suis assez surpris de la question parce qu'en fait, il existe un outil, plutôt que de réinventer ce qui existe déjà, autant les appliquer. Il existe comme un outil assez fonctionnel
depuis 1964, qu'on appelle depuis 1992, mais c'était sous d'autres formes avant, c'est ce qu'on appelle les schémas directeurs d'aménagement de gestion des eaux. Et les schémas d'aménagement de gestion des eaux qui intègrent forcément les SAGE et les SDAGE, qui intègrent nécessairement les zones humides. Et comme vous avez un rapport de compatibilité entre les documents d'urbanisme et ces éléments, je dirais, oui, mais il faut renforcer la prise en compte. Il faut renforcer la prise en compte. Et c'est vrai que pour travailler avec certains comités locaux de l'eau, etc., c'est pas toujours évident parce que ça peut geler, de point de vue structurel, beaucoup d'hectares, mais dans le même temps, on tient aussi compte de tous les éléments d'alimentation dans le district hydrographique qui permet d'alimenter ces zones humides. Et c'est vrai que c'est parfois un peu délicat d'avoir une gestion de ces zones, alors même qu'on a tous les outils qui existent déjà. Premier point. Le second, très intéressant sur la notion de capital, le capital sol, ou en tout cas le capital de productivité. Et la question était finalement comment valoriser ce capital. Et j'exclurais exclusivement la question carbone, puisqu'il y a d'autres éléments. En fait, j'ai un de mes collègues qui avait utilisé un terme un peu particulier qu'on appelle la transpropriation, c'est-à-dire la dissociation d'usage sur un même objet. Par exemple, le monument historique. Vous avez les murs qui appartiennent aux propriétaires et l'historicité qui appartient à la nation. Et l'idée, c'est de dissocier la gestion des deux. Or, ça existe déjà avec les sols depuis 1902. Donc actuellement, c'est le L1321-2 du Code de la santé publique. C'est ce qu'on appelle les périmètres de protection des captages. On laisse entièrement la propriété aux propriétaires du sol et on asservit la capacité de filtration du sol à l'intérêt général. Qu'est-ce qui interdirait d'avoir une reprise de cette dissociation entre la propriété effective du bien et l'affectation de certaines de ses qualités qu'on passe par des indemnisations, comme c'est le cas pour les servitudes en matière d'eau potable ou autres éléments, qui permettrait, alors il faudrait trouver les outils, mais ça permettrait comme ceci de marier les deux intérêts, à la fois l'intérêt privé de la propriété du sol et un certain usage, et puis son asservissement à d'autres intérêts généraux. Je pense qu'on pourrait s'orienter sous alors que ce soit des rémunérations, indemnisations, enfin peu importe la dénomination, mais je pense que ce serait intéressant de réfléchir à cette dissociation qu'on pourrait avoir dans ce cadre-là pour effectivement avoir une gestion différenciée, on dira, du capital sol, de ce point de vue-là. S'agissant ensuite de la question de la sobriété foncière. Je n'ai pas dit que le ZAN n'existait pas, ne marcherait pas, etc. etc. Je me suis simplement fondé, moi, comme juriste, sur les textes. Je sais que la sobriété foncière fait l'objet de beaucoup d'applications. Ce que je trouvais critiquable dans le texte, et je comprends parfaitement les préoccupations de l'Association des maires de France et autres groupements de collectivités, c'est d'avoir essayé de trouver un texte qui mettait en place une uniformité, une homogénéisation d'application qui n'était pas tout à fait pertinente de ce point de vue-là. Ensuite, mais ça c'est plus un clin d'œil sur la qualité des sols avec le Roquefort, en fait ce que je visais dans les labels qui ne tenaient pas en compte de la qualité des sols, c'était sur l'usage effectif, parce que là, dans le Roquefort, on est sur une appellation d'origine qui tient lieu, qui prend en compte comment on appelle ça, la qualité géographique, notamment le sol caillouteux, enfin tout un ensemble d'éléments, mais sur lequel on n'a pas un usage effectif de production par le sol en tant que tel. Et donc il n'y a pas d'atteinte par l'utilisation pour les brebis dans ce cadre-là. Donc je maintiens donc sur le fait qu'on a très peu dans ce cadre-là d'intégration véritablement du sol dans ces éléments. Ensuite, s'agissant du dialogue entre les élus et la recherche, je prends l'idée que l'on a développée dans le cadre du projet Prodige à Dijon, qui est porté d'abord, et ce qui montre bien le lien, par le Grand Dijon, c'est-à-dire avec François Rebsamen, sur cette question. Donc, ça a été porté et voulu par le Grand Dijon d'accompagner la recherche sur la mise en place de dispositifs expérimentaux, ce qui montre bien qu'on a le lien, on est en lien permanent avec eux. Et alors, je ne sais plus comment vont être transposés les résultats scientifiques durs. Sur le plan juridique, nous, on est en train de produire un livret explicatif, un livret d'accompagnement des élus sur comment mieux utiliser le sol dans les politiques d'urbanisme.
Je te laisse compléter sur l'autre élément. Tout simplement, on fait des rendus aux politiques publiques et aux élus des résultats qu'on obtient sur la qualité des sols. Alors, l'avantage aussi du projet Prodige, c'est qu'on a fait les sols urbains, donc les sols à l'intérieur de la ville, avec des questions d'aménagement urbain, et puis bien sûr les sols périurbains et ruraux, avec des questions plutôt agricoles. Et donc, on fait des rendus qui vont avoir lieu d'ailleurs cette année, qui sont assez conséquents à organiser, avec les élus, avec les agriculteurs, avec tous les organes, en fait, qui sont intéressés par la qualité des sols. Après, les sorties en termes d'application, d'intégration dans des SCOT, dans des PLU, dans le foncier, c'est des choses qui sont à travailler, je pense. C'est pas mon domaine, hein. Mais en tout cas, nous, on essaye de rationaliser le plus possible et de rendre très opérationnel la notion de mesure, et on en fait des diagnostics, parce que c'est important. La mesure, elle est scientifique. Le diagnostic, il est opérationnel. Et on est dans cet état-là. Et quand on fait, je recite Ecovitisol, quand on va devant les viticulteurs ou plus largement les agriculteurs, il faut un diagnostic. Il ne faut pas leur parler recherche, science, moyenne, écart type. Il faut un diagnostic avec 3 couleurs. Parce qu'il faut des choses opérationnelles, comme vous allez voir, vos labels alimentaires aussi, avec différentes couleurs. Et voilà, il faut que ça soit très facile à interpréter et au regard de ces pratiques et de la modification des usages. Pardon, je rajouterais, chaque fois qu'on a des réunions des parties prenantes, tous les partenaires sont présents, et notamment les partenaires des collectivités locales, ce qui montre bien l'intérêt très fort qu'ils portent au projet, au-delà de l'aspect strictement politique. Il y a quand même un côté très opérationnel qui a été recherché d'ailleurs dans ce cadre-là. Ce qui permet de stimuler énormément la recherche aussi. C'est-à-dire que la recherche, elle est comme tout organe, elle a l'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Là, de faire une production de connaissances nouvelles que l'on rend opérationnelle et que l'on transfère dans un laps de temps relativement court, ça booste un peu un système de recherche qui devient finalisé, voire voilà, alimentant les politiques publiques. Donc c'est aussi dynamique dans les deux sens. Est-ce que nos intervenants ont répondu à toutes les questions? Est-ce qu'il y aurait des questions qui étaient oubliées? Des réponses qui auraient été oubliées aux questions? Non. Est-ce que notre invité en visio veut ajouter quelque chose, Monsieur Decker? Très bien. Eh bien, moi, je tiens franchement à vous remercier toutes et tous pour avoir effectivement répondu à notre invitation et à cette table ronde. Je crois que c'est un sujet, comme vous avez pu le voir à travers de nombreuses questions, qui est un sujet important. Qui concerne effectivement l'avenir et qui concerne nos sols et leur protection de nos sols. Et merci. Je crois que effectivement le travail qui doit être fait, c'est un travail en commun. C'est pas, comme l'a dit le représentant de l'Association des maires ruraux de France, on ne doit pas opposer les villes, mais je crois qu'on doit avoir un regard bien évident et bien particulier sur l'ensemble de notre territoire, qu'il soit d'ailleurs les territoires d'outre-mer également. On a notre collègue qui nous l'a rappelé tout à l'heure. Merci pour vos interventions. Merci pour avoir participé à cette table ronde. Et puis nous allons maintenant, pour celles et ceux qui le veulent, nous rendre sur le terrain dans le jardin du Luxembourg. Je vous remercie.